Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce 4e numéro de Le Bala, après la reprise. Et on avait suspendu depuis quelques mois, on a repris depuis une semaine. C'est le 4e numéro. Éloi, bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas changé de prénom. Si, non, plutôt tu m'as fait changer de prénom puisque tu as dit Éloi au lieu de Saint-Éloi. Saint-Éloi, ok. Saint-Éloi. Il change les prénoms parce qu'on a changé, on a maintenant un très beau plateau. Oui, tout à fait. Il a pensé qu'il fallait changer mon nom. Oui. Mais non, là, non. Ok, tu n'as pas changé de prénom, ça marche. Saint-Éloi. Estelle. Bonjour. Ne pas confondre avec Esther. Non, c'est Estelle. Oui, la première fois, j'avais dit Esther. Oui, on m'a corrigé. Il a l'habitude de changer nos prénoms. Lise n'est pas là, mais c'est comme si elle était là. Hein. Bon, on fait comme si elle était à côté. Ok. Khadi, bonjour. Bonjour, ça va? va? Oui, En ça forme? va. Et chez vous? Ok, tes cheveux ont poussé. Hein. Rebecca. Bonjour à tous. Bonjour. En forme? Oui, ça va. Ok. J'ignore, je te saute. Hein. Non, prends le temps. Okay. Aurore. Bonjour. Bien réveillée. Non, je ne vais pas dire bien réveillée. Bien levée. Oui. C'est l'Aurore qui se lève. Ok. Junior. Bonjour, monsieur. Bonjour, Serveur. Bonjour. Et le béret, ça va? Ah, ça va. Okay. Ça peut vous créer des ennuis? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. D'accord, ok. Alors, on va parler vêtements, enfin habillement, et puis alimentation. Dans la seconde, on parlera alimentation. On va d'abord voir avec nos jeunes qui sont des stylistes, modélistes d'Ayanic, je dis d'Ayanic, non, de Esamode, pardon, même si c'est Ayanic qui coiffe tout ça. Bonjour Ayanic. Ok. Donc, on va d'abord parler habillement et après on parlera nourriture, c'est-à-dire une façon de dire il ne faut pas verser les aliments sur les habits, quoi. C'est ça? Ok. Alors, Éloi, si vous donnez votre autorisation, on peut commencer par les questions. Pourquoi Estelle, tu n'aimes pas que je sois saint? Grâce à moi, non, vous connaissez un Saint-Éloi, saint oui, vivant. Alors, appelez-moi Saint-Éloi. Ok. Oui, bien sûr, on peut. L'habillement, je pense que c'est la mode, sauf pour ceux qui ne comprennent pas. Oui, c'est vrai. Okay. Alors, je n'en dis pas plus. D'accord. On laisse le soin aux jeunes de pouvoir déballer leur connaissance et nous montrer surtout. Oui. C'est ça qui compte. Estelle, vous êtes aussi dans les habits, hein? D'une façon ou d'une autre, vous êtes dans les habits. Oui, je crois que bon, tout le monde s'habille. Hein. C'est vrai qu'on ne s'est pas toujours agencé. Mais bon, puisqu'ils sont là, peut-être qu'ils nous aideront, voilà, ils nous diront davantage. Surtout en période de fête. Merci, surtout en période de fête. Oui, oui. Encore que même quand il n'y a pas la fête, on s'habille déjà. Oui, mais en période de fête, il faut s'habiller encore plus. Voilà. Alors, quand on dit stylisme et modélisme, qu'est-ce qu'on entend par là rapidement? On en a parlé brièvement la dernière fois. On va revenir un peu là-dessus en détail. Aurore? Ok, pour ma part... Il faut parler un peu fort. Hein. Je crois qu'on ne va pas bien vous entendre. Pour ma part, le stylisme, c'est cette activité qui consiste à partir d'un croquis ou d'un dessin pour montrer, pour donner un aperçu d'un modèle. Et le modélisme, c'est cette activité qui consiste à confectionner le modèle. Bon, on a dit ça la dernière fois un peu. Le styliste, il dessine, enfin, il crée, et l'autre matérialise, quoi. C'est ça. Le modéliste matérialise, quoi, un peu, c'est ça. Hadi? Oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Vous approuvez, non? Oui, j'approuve. D'accord. Rebecca? La La dame à Imolou. Elle connaît tous les coins d'Aïmolou de Lomé. Et c'est ceux qui vendent en quantité et ceux qui vendent en qualité. Peut-être que ce sont ses clients. Il faut bien habiller certaines personnes. C'est vrai. Donc, c'est vrai. Merci. Non, dis-moi d'abord, vrai ou faux? Bon, pour le moment, non. Vous ne connaissez pas Aïmolou? Si, je connais. Vous connaissez les bars d'Aïmolou, non? Oui. Voilà, c'est ce que je disais. Il fallait juste confirmer, quoi. Oui, mais ils ne sont pas encore mes clients, donc. Ok, mais vous êtes leur cliente pour le moment. Exactement. D'accord, ok. Donc, j'allais rajouter que le stylisme, c'est le côté rêveur et le modélisme, c'est le côté technique. De la chose. Oui. Et à Esamode, qu'est-ce qu'on vous apprend le plus? À Esamode, on fait les deux. Vous faites les deux? Hein? Oui. À part égale? Exactement. Et à part ça, qu'est-ce que vous faites d'autre? Vous mangez? Micro, oui. Qui prend? Oui, vas-y. À part le stylisme et le modélisme, on fait plein de choses, comme la gestion qui nous permet de gérer
le temps, oui. Les commandes qu'on prend. On apprend aussi l'histoire du costume qui nous permet qui nous enseigne la mode en part entière, le commencement et le début. On apprend aussi quoi encore? On apprend aussi les cours d'anglais pour se perfectionner en anglais, les cours de français. Pour ne pas faire trop de fautes. Ouais. Et le modélisme aussi, ce n'est pas seulement coudre. On fait les coupes à plat comme le patronage. On nous apporte un modèle et le prof nous apprend comment on coupe, on trace, on prend les mesures de la personne pour laquelle on va coudre pour que l'habit soit parfait sur la personne avant de coudre. Radi? Oui, pour revenir à ce que mon camarade a dit, effectivement, nous avons plusieurs autres matières. Comme la gestion, comme il l'a dit, l'histoire du costume qui nous apprend comment a débuté la mode et tout. Nous avons chromatologie également. La chromatologie, ça parle des couleurs, c'est ça? Des couleurs, voilà. Nous avons la technologie du vêtement, où nous apprenons le vêtement, les matières et tout. L'anglais, bien évidemment. Oui. Tous les clients ne parlent pas français. Hein. Oui, c'est vrai. Nous avons le français pour nous perfectionner aussi. Un peu, oui. Et puis plein d'autres choses. Nous avons aussi le droit. Vous faites le droit, voilà. Oui. Okay. Vous devez connaître vos droits aussi. C'est ça. C'est ça, ok. Et puis on vous apprend à ne pas mentir. Oui, c'est ça. Un peu, c'est ça. Il y a la rigueur là-bas. Vous ne devez pas mentir. C'est ça. Et à la fin après quelques mois, vous organisez un défilé. C'est ça, non? Oui. À quoi cela sert exactement? Je crois souvent c'est en décembre que vous le faites, avant de partir pour les vacances de fin d'année. À quoi ça sert exactement ce défilé? Qui prend? Je prends. Vas-y. Alors, le défilé de décembre, ça nous permet d'abord de nous connaître, parce que nous sommes nombreuses. Il y a les élèves de la première année, de la deuxième année, puis de la troisième année. Donc, on ne se connaît pas tous là-bas. Alors, le défilé de... Il y a plus de filles que de garçons quand même. Oui, il y a plus de filles. Les garçons, c'est un peu comme des cheveux qu'on trouve sur une soupe, quoi. Et tout le reste, c'est des filles. Oui. Donc, on ne se connaît pas tous là-bas. Donc, c'est une manière aussi pour nous de se connaître un peu, de faire connaissance. Voilà. On regarde les images du défilé de vendredi dernier un peu, voilà. C'était ça. Et aussi, bon, ça permet aussi à chaque personne de montrer sa personnalité à travers son modèle. C'est ça. Voilà. Et ce que vous faites, c'est que ceux qui sont, ou celles qui sont en année supérieure, aident ceux et celles qui sont en première année, ceux qui viennent d'arriver, quoi. Oui. Donc, vous les encadrez un peu, vous les aidez. Vous, par exemple, vous êtes en troisième année. Oui, vous je suis en aider donc, oui, donc nous formons des binômes avec les premières années et nous les aidons uniquement à faire la coupe à plat et le patronage. Oui. Le montage, on les assiste juste pour qu'ils puissent faire correctement. Et voilà. Donc, en plus de ce que vous avez à faire, vous devez aider les jeunes. Oui, c'est ça. Et c'est pas un peu compliqué pour vous? Oh, Madame Mayanik nous a appris à surmonter ça. Vous en sortez. Junior. Bon, je pense qu'elle a tout dit pour le son. Mais on n'a jamais tout dit. Hein. Il y a toujours quelque chose à dire. Bon, je pourrais dire aussi que ce défilé nous permet de un peu montrer notre personnalité, qui nous sommes, de faire voir ce qui notre inspiration. Saint-Éloi prépare une question. Ok. Oui, vas-y. Il vaut mieux ne pas me demander de poser des questions. Parce que... Oui, vas-y. Bon, je pourrais dire que c'est ça. Il n'y a plus rien à ajouter. Rebecca, oui. D'accord, j'aimerais revenir sur ce que Hadi a dit. Au-delà de nous familiariser avec nos plus jeunes, c'est un moyen aussi de montrer ce qu'on sait faire, ce qu'on a appris et de montrer notre créativité. Donc, c'est ce que ce défilé représente pour moi. Merci. Aurore, vous avez été assistée. Bon, pour ma part, comme je suis en première année, ce défilé peut me permettre d'apprendre un peu plus de la part des plus grands. Vous êtes en binôme avec qui? Avec Concepcia, une fille de la deuxième année. Deuxième année. Concepcia, si tu ne nous regardes pas, tu as tort. Elle te dit bonjour. Okay. Allez. Et comment ça s'est passé, la collaboration avec Concepcia? C'est très bien passé. Très bien. Elle vous a beaucoup écouté, elle vous a orienté. Oui. Qu'est-ce que vous avez appris d'elle?
en matière de caractère? Conception, elle est gentille? Oui, très. Patiente? Vous êtes difficile? Non. Ok. Donc on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour travailler avec vous. Qui dira le contraire? Et moi? Bien, moi, j'aimerais savoir, c'est Yannick, aujourd'hui j'apprends, parce qu'il faut dire que je pensais que c'était un homme. Yannick. Parce que mon fils s'appelle Yannick et je pensais qu'on a rajouté. Okay. Donc, j'ai jamais su que c'était une dame. Alors, vous m'excusez. Ok, bonjour. Alors, et là, c'est un gros blagueur. Hein. On y va. Non, je suis pas souvent... Je suis tordu, pas un blagueur. Donc, il faut... Alors, j'aimerais comprendre un truc. Est-ce qu'il y a une identité chez Yannick? Ou bien vous englobez l'amour? Parce que quand je vois le défilé ou lorsque je vous vois, Junior, par exemple, je ne vois pas Yannick et je ne comprends pas, par exemple. Nous n'avons pas d'identité, surtout en Afrique. Pourtant, nous avons les plus beaux tissus. Alors, ma question, c'est ça, pour moi. J'aurais voulu peut-être que ce soit à Yannick même, peut-être qu'elle répondra mieux. Puisque nous portons quelque chose. Vous comprenez? C'est vrai que c'est la mode, mais en réalité, cette mode, elle n'est pas de chez nous. Et moi, je suis dans le principe que la mode aujourd'hui doit porter une identité. C'est vrai, on va apprendre tous les béabas, mais se spécialiser. Nous avons beaucoup de tissus, c'est ma question. C'est toi qui m'as dit de poser une question. Oui, c'est bien, vous avez bien fait de poser la question. Okay, alors, c'est ça ma question. Et Aurore, j'ai dit Aurore, sorry. Junior, c'est l'exception qui confirme la règle. Junior a apporté quelque chose qui ne reflète pas forcément ce qu'on leur apprend. Voilà. Si vous avez vu les défilés, elles ont utilisé beaucoup de pagnes, même les garçons, ils ont utilisé beaucoup de nos tissus. On aurait pu ne pas présenter le défilé et qu'on n'aurait que nous inviter sur le plateau. C'est pour ça qu'il fallait au moins qu'il y ait des images. Non, mais je veux qu'on me réponde. Junior, par exemple. Junior, ceci n'est pas fait à Yannick. Je comprends, oui. Non. Normalement, ça, j'imagine à Yannick. En bas, peut-être à Yannick. Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui, hein, si nous n'avons pas une identité, la couture s'en va. Hein. Parce que quand on regarde, nous sommes sur le plateau, ou même tous les invités, combien de personnes ont cousu? On achète. J'ai cousu, hein. On achète. Non, j'ai pas acheté. Nous achetons beaucoup plus. Oui, disons-nous, hein, mais nous achetons beaucoup plus. Parce que moi, je n'arrive pas à acheter parce que on m'envoie chez les enfants. Du coup, je suis obligé de coudre, quoi. Encore on me dit, on en a pas de votre taille, monsieur. Mais des comme toi, il n'y en a plus beaucoup hein, sur le marché, c'est vrai. Vous êtes d'accord avec moi. Hein. Des petits formats? Non, pas des petits formats. Qui encore cousent, hein, vous comprenez? Les gens sont beaucoup plus... Je vais aller acheter en même temps. Oui, c'est vrai. Et quand vous prenez, par exemple, moi, ma route, j'ai plus de 30, si on peut l'appeler comme ça, boutiques de prêt-à-porter. Et parfois, je me demande, chacun a sa boutique, c'est-à-dire chacun, au final, chacun a une boutique pour lui, quoi. Vous voyez? Donc, il faut qu'on essaye de sortir de ça en proposant. Oui. Bon. Je crois qu'on peut avoir des boutiques de prêt-à-porter, mais des prêt-à-porter faites ici. Nous. Voilà, justement. Ici, moi, oui, ça aussi, c'est une idée. Oui, et je crois qu'ils peuvent le faire, elles peuvent le faire également. Vous allez le faire, n'est-ce pas? Bien sûr. Ils sont appelés à le faire. C'est ça qui doit faire exactement la marque Yannick. Bien sûr, parce que des gens quittent ailleurs, quittent l'Europe, tu viens, tu retrouves les mêmes choses. Ouais. À part certaines, comme Authentique Milliardaire, qui proposent. Il aurait fallu que chez nous, nous ayons aussi des boutiques de chez nous, avec des prêts-à-porter plein. Pas que d'autres nous envahissent. Nous, on envahit chez nous. Mais non, nous laissons l'espace, d'autres nous envahissent et nous proposent. Si par exemple, à Yannick, c'est une idée, hein, si un jour vous m'attrapez sur la route que vous m'habillez, eh bien, ça devient une habitude au lieu que je sois habillé. Lui, ce qui encore, je ne vais pas faire la pub. Non, il faut aller. Aujourd'hui, c'est le client, ce n'est pas le client qui vient, c'est le service qui va vers le client. Aujourd'hui, Yannick aurait pu vous habiller.
C'est pour toi. Oui, mais tu ne m'as pas dit. Quand vous vous habillez, dites-moi, pour que moi aussi. C'est ce que Lisa fait hier. Hein. Vous vous habillez entre vous et vous m'oubliez. OK, donc c'était ça. Non, chez Yannick, j'avoue, regardez, tu vois, et puis tout ce que vous voyez là, chacune a cousu sa tenue. Hein. Chacune. Voilà, ça c'est un garçon. Il a fait sa tenue lui-même. Les trois là, ils ont fait leur tenue eux-mêmes. Tout ce qu'ils portent, c'est d'eux. C'est venu d'eux. Tu vois? Même celle-là, c'est Sefako, je crois. Oui, elle a fait sa tenue. Rebecca. Tu n'apprends pas chez Ayane quand même? Oui, j'ai fait des cours de couture là-bas. Ah d'accord, parce que je vois que tu connais... Oui, je connais pas mal. Donc, tout est fait. Chacune a porté ce qu'elle a cousu et chacun a porté ce qu'il a cousu. OK, ouais, mais c'est une question pour qu'on puisse, et que le spectateur puisse comprendre. C'est une question ouverture pour que vous vous engouffrez pour pouvoir apporter le plus qu'il... C'est ça? Oui. Mais quelqu'un me dit quelque chose rapidement? Sur les idées des lois, on ne doit plus porter des trucs qu'on importe. Okay? Il faut porter des choses de chez nous. Alors qu'il y a beaucoup de choses de chez nous. Et à frotter, à côtoyer Annie, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qu'elle fait et qui sont de chez nous. C'est beaucoup vulgarisé, c'est ça le problème. Et ça, c'est autre chose. C'est ça, oui. C'est le grand vulgariser problème. Ça aussi, il faut qu'on leur donne des ouvertures, qu'on donne les moyens de pouvoir. Ce qu'on fait là, combien de fois on fait ça par an? Je comprends, entreprendre, nous rentrons dans un autre, entreprendre chez nous, c'est compliqué. Ça, je comprends. Ça. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est se décourager. C'est ça. Il y a des fois ce qu'on appelle de la pub sauvage. Vous n'entendez pas qu'on vous offre un panneau publicitaire, soi-disant, oui, le panneau, il est cher. Non, on peut faire de la publicité sauvage en ciblant. C'est simple. Oui, on peut ouvrir des boutiques partout, même s'il n'y a que 3 là-dedans, mais qui a une identité. Au final, vous imposez. Vous voyez, par exemple, la première personne qui a porté un jean déchiré, la toute première fois, je pense que lui, il a souffert. Hein. On l'a traité de tous les noms. C'était un fou, c'était un drogué. Il a l'esprit déchiré. Voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué. Aujourd'hui, nous tous, nous sommes quoi? Des drogués et avec des esprits déchirés. Parce qu'il nous arrive parfois d'aller acheter un jean qui n'est pas déchiré, on le déchire à la maison. C'est ça. Il faut persévérer dans ce qu'on fait. Il ne faut pas écouter. Ce n'est pas aux gens de vous imposer. Non, imposez vos idées. Et ça finira par prendre. En tout cas, je parle aux jeunes, puisque nous en avons beaucoup. Il y a beaucoup de couturiers. Et si on va finir par avoir un couturier pour une maison. Okay? Mais parmi tous ces couturiers, qu'est-ce qu'il faut faire pour émerger? Il faut la différence. Sinon, tout le monde dit, OK, couturier, couturier. Il faut une différence. Donc, aux jeunes, c'est bien que vous offrez un plateau comme ça. Surtout quand c'est de chez nous. Moi, j'adore. Tout ce qui est fait chez nous, beaucoup de gens ne vont pas comprendre qu'on reçoive. Non, nous voulons porter haut ce que nous faisons. Donc, c'est dans ce sens que je ne vais pas monopoliser. Esther. Tiens, mon micro cadeau. C'est vrai que nous sommes dans une lutte, dans une crise identitaire actuellement. Mais je pense qu'avec la génération qui arrive, c'est vrai qu'on n'est pas tous révoltés. Et avec la génération qui arrive, je suis sûre que nous allons reprendre le dessus, nous allons retrouver notre identité. Et je compte sur vous, ça va aller. Ils vont s'en sortir. Il faut d'abord qu'ils comptent sur eux-mêmes. Vous avez foi en vous, n'est-ce pas? Mais ça, c'est l'essentiel, hein. C'est la base. On va les titiller, on va les pousser. Donc, vous devez chercher à une certaine originalité. Je crois que vous essayez déjà de l'acquérir, cette originalité. Hein. C'est ce qui se traduit par le défilé que vous faites là. Et ça, c'est une première partie. Je crois que vers la fin de l'année universitaire, votre année même, vous faites encore un grand défilé après. Donc, vous avez 2 occasions de montrer ce que vous savez faire. Et ce ne sont pas les habits que vous avez présentés ici, là, Kadi, voilà, avec une sorte de bonnet sur la tête. Ça, c'était le bouquet final. Et ce n'est pas ce que vous avez présenté ici que vous allez présenter encore en fin d'année. Ça aurait évolué. C'est ça, je crois. Donc, ça vous donne 2 occasions de montrer ce que vous avez fait ce que vous savez faire de différent. Okay? C'est important. Donc, il faut réfléchir à cela, comme il le dit. Et quand on dit Ezamo, à quoi ça vous fait penser? Qui pense? Oui. Qu'est-ce que vous avez appris de nouveau? Quelle pourrait être l'identité? Quel mot traduirait
Isamoto, quel est le mot qui vous vient à l'esprit? Bon, je dirais le luxe. Le luxe? Oui, parce que c'est un luxe pour spécialement un créateur, un jeune qui veut devenir créateur africain, de pouvoir avoir une licence professionnelle à la fin de son étude. Rebecca? Moi, quand je pense à Esamode, je pense à l'excellence. Parce que quand je suis arrivée en première année, c'est soit ça, soit c'est pas ça. Il n'y a pas de à peu près. Oui, il n'y a pas de à peu près. Donc, à Esamode, ils sont à la recherche de l'excellence. Donc, voilà. Aurore? Moi, je pense au professionnalisme. Professionnalisme. Moi, je pense à la différence. Parce que lorsque vous voyez ce qu'on fait à Esamode et dehors, je ne donnerai pas de nom, dehors comme ça, il y a une très grande différence dans la couture, dans la manière d'agencer les couleurs, tout ça. Il y a une très grande différence. Donc moi, je pense à la différence. Merci beaucoup. Et soit dit en passant, les images sont prises par, quand on était venu, c'était par deux dames aussi. Hein, okay? Il y avait Alice, okay? Et puis Chantal, Agbetonikou. Okay. Awade Alice et Agbetonikou Chantal. Elles sont de la police. On a utilisé les images de la police. Ouais. Okay. Je les remercie. Si vous nous suivez, merci Alice, merci Chantal. Chantaf. Okay. Et quand on dit mode, moi j'aime mal quand on me parle de mode africaine. Quoi. Parce qu'il ne peut pas avoir une mode africaine comme ça. L'Afrique, c'est 54 pays, si je ne m'abuse. On ne peut pas avoir une mode qui reflète l'Afrique dans sa globalité. Quoi. Ce que quelqu'un va porter peut-être au Nigeria, ce n'est pas forcément ça que quelqu'un d'autre va porter en Algérie, ou je ne sais pas. On dit mode africaine, non, il faut chercher à avoir une mode à la Togo. À la limite, on peut parler d'une mode que partagent deux pays comme ça. Mais on dit une mode africaine, on dit le cinéma africain. Tout fois, on colle l'Afrique, comme si l'Afrique était un pays, quoi. Et nous aussi, on répète ça. La cuisine africaine, ça n'a rien à voir. Ce que les gens font en Côte d'Ivoire, c'est pas là. Je crois pas qu'ils mangent ça au Maroc ou... Ouais. Il faudrait maintenant qu'on essaie, peut-être au Maghreb, ils ont leur cuisine à eux, mais nous aussi en Afrique de l'Ouest, on essaie. Même encore qu'en Afrique de l'Ouest, il y en a qui ne connaissent même pas le plantain. Mais ouais, ils ne connaissent pas le plantain. On va vivre toute la cuisine africaine, truc africain. Est-ce qu'il y a une morale? Non, qu'on arrête ça, quoi. Chaque chose a son identité. Il va y avoir une mode togolaise, après peut-être à l'Afrique de l'Ouest, même au Bénin. Ils portent souvent bomba, je ne sais pas quoi là. Au Togo, combien de gens portent le bomba ici? Et on va nous dire que c'est là-bas. Quand tu vois un Béninois, tu le sens un peu, pas sa tenue. Okay? Le Togolais aussi, c'est un peu différent. Mais on globalise tout et tout et tout. Je ne prends pas trop, quoi. En période de fête, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut porter? Est-ce qu'on peut porter tout pour aller partout? Merci, Servet. Pour moi, pour les fêtes, tout est bon. Tant que ça rentre dans la décence. Même un jean déchiré, comme Saint-Éloi le dit. Même un jean, tant que ça rentre dans la décence. Vous avez ôté le mot déchiré. Je tiens à ça. Hein. C'est parce que tu portes ça à mon nom. Qu'est-ce qu'on peut porter? D'abord, quand on est un homme, et parce que vous faites aussi des habits pour les hommes, un peu. Et quand on est une dame. Oui, vous devez nous conseiller, hein, parce que tout n'est pas portable. C'est la période des fêtes. Et profitez pour nous donner plein de conseils, quoi mettre. Parce que si vous me dites on peut tout mettre, et demain je mets quelque chose et ça ne va pas, je vous attaquerai. Hein, parce que c'est vous qui avez dit que je pouvais. Non, conseillez-nous plutôt et surtout nos auditeurs et tous ceux qui sont à la maison. Il faut comprendre que tout le monde ne sait pas agencer comme Estelle l'avait dit. Hein. Nous portons parce qu'il faut porter, parce qu'il faut couvrir notre corps. Vous êtes des professionnels du métier, c'est à vous de nous conseiller, de nous dire dans ces périodes de fête, voici ce qui peut... Vous savez, on dit l'habit ne fait pas le moine, mais c'est par l'habit qu'on reconnaît le moine. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà, donc, il y a de ces dictons que moi je ne partage pas forcément aussi. Hein. Donc dites-nous tout pour que le jour de fête, nous soyons bien. Même si on n'a pas mangé, ça peut compenser. Hein. Quand tu as un bel habit, des fois on oublie. Du coup, tu n'as plus faim quand tu as... C'est vrai. Ah bon? Bien habillé, on n'a plus faim. Est-ce que vous ne savez pas que l'habit même fait changer la démarche de l'intéressé? Par rapport à l'habit qu'il a mis, c'est vrai. Par rapport à l'habit qu'il a, ce jour-là, sa démarche change.
S'il était en jean déchiré, il va marcher autrement. Il marcherait autrement. Oui. Mais le jour où il est en costume, cravate, ou un complet joli pagne, attention, il calcule comment il marche. Hein. Ce jour, il ne faut pas cogner un caillou quand tu tombes. Voilà quoi. Donc, à vous. Merci, monsieur. Nous avons tous des goûts différents. Ouais. Je ne peux pas vous dire portez ci, portez ci. Donc, tant que vous êtes à l'aise dans ce que vous portez et que cela est décent, selon moi, tout est bon pour les fêtes. Au niveau couleur, toute couleur peut passer? Bon. Toutes les couleurs ne vont pas à tout le monde, désolé. Je pense que les personnes de teint clair vont mieux avec des couleurs froides. Quand vous dites froide, c'est quoi? Le bleu, le violet. Le violet, ce sont des couleurs froides. Ce sont des couleurs heureusement que tu as posé la question, sinon je partais mettre mes habits au frigo. Hein. Sincèrement, parce que là, on me dit... Voilà. Les couleurs froides, il y a le bleu. Oui, il y a le violet. Le violet. Oui, okay. Il y a les magenta. Oui, le micro. D'accord. Et je vais donner l'exemple d'une personne de teint noir ébène qui veut... Une belle couleur. Oui, une très belle couleur, je l'affirme. Et qui veut une tenue de couleur marron. Ça ne ressort pas vraiment la beauté de sa peau. Donc, je conseillerais plutôt d'opter pour des couleurs plus chaudes, peut-être du rouge, du jaune. Donc, on a rouge, jaune. Du jaune vers l'orange. Orange aussi. Tout ça. Ce sont des couleurs chaudes. Voilà. Hadi? Bon, je pense qu'elle a presque tout dit. Hein. Oui, mais au niveau forme, est-ce que tout le monde peut porter ce qu'il a envie de porter, forcément? Bon. Moi, dans un boubou, ça ne fera pas très truc. Si vous permettez de parler V, dans un boubou, ma boue. Oui, c'est vrai qu'on verra le boubou. Oui, mais on ne verra pas celui qui est dedans. Non, on va te chercher, on dit... C'est toi qui as commencé. Oui, mais laisse-moi parler. Je ne pouvais pas dire du mal de moi. Oui, non, écoutez, quand on est amis, on s'accompagne. On doit pouvoir se dire la vérité. Non, pas la vérité. J'accompagne mon ami. Est-ce que tout peut aller à tout? Alors, je dirais non. Parce que nous avons tous des formes différentes. Il y a des formes en O, des formes en X, des formes en I, triangle, tout ça. Donc, H, oui, c'est ça. Donc, tout le monde ne peut pas mettre ce qu'il veut. Alors, ce qu'on fait souvent, lorsque le client vient avec son modèle, lui, forcément, il ne sait pas que ça ne lui ira pas. Et ce qui fait souvent aussi les disputes entre les... Gentiment, vous ne vous engueulez pas très fort. Non. Okay. Entre les stylistes et puis souvent leurs clients. Bon, je ne dirais pas styliste, je dirais les couturiers. Parce que normalement, un styliste modéliste qui a suivi une formation, comme par exemple à Esamode, normalement, il ne peut pas faire ce genre d'erreur. Parce que quand la personne vient avec son tissu et son modèle, bien sûr, nous sommes censés lui dire, oui, ça te plaît, mais ça ne t'irait pas vraiment. Mais d'une manière très gentille, pas impolie. Ça ne t'irait pas, mais je pense que celui-ci t'irait mieux, ça dessinera mieux ta forme et tout ça. Et si la personne n'est pas d'accord, d'où survient notre stylisme que nous apprenons à Esamode également, on nous a appris à dessiner. On dessine le mannequin, on dessine le modèle et on essaie de décliner. C'est-à-dire le même modèle, mais avec des formes différentes. On ajoute des trucs, on enlève des trucs jusqu'à ce que ça donne autre chose, mais encore plus beau. Alors forcément, la personne va accepter parce que nous avons aussi le pouvoir de persuasion, tout ça. Voilà. Vous essayez de faire plaisir à la personne sans la perdre, quoi. C'est ça. Et à la fin, tout le monde est content. Si vous dites non, ça ne peut pas aller avec vous, madame, et après elle insiste, vous allez dire, écoutez, si vous voulez aller voir ailleurs, moi, je n'ai pas le temps, ça. Vous ne devez pas dire ça, quoi. Non. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Non. Voilà. Merci. Quelle manière vous avez pour convaincre, par exemple, une dame qui vient chez vous et qui a fait un choix que vous avez vu qui n'irait pas? Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir la convaincre, selon vous? Si elle insiste pour faire le modèle, peut-être je peux lui montrer, par exemple, quand il y a des gens qui insistent pour coudre un truc qui ne va pas leur aller, je peux
Par exemple, lui montrer des photos, lui faire des exemples et tout. Oui, pour lui montrer que si on insiste trop sur un truc qui ne peut pas t'aller, voilà le résultat. Ou un truc. Ce que ça va donner, quoi. Et ça marche souvent, les clients. Est-ce que ils sont résilients? Est-ce que le client, des fois, comme c'est lui qui achète son tissu, c'est difficile de convaincre certains. Oui, c'est pour ça que je demandais, est-ce que ça marche Parfois, la tendance. Parfois, je peux dire que ça marche et parfois, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, vous lui faites quand même ce qu'il voulait ou en tant que professionnel, vous vous dites, moi, je ne vais pas m'y prêter à ce... Je ne sais pas. Est-ce que quand c'est quelqu'un qui est... Oui, vous avez eu un cas où le client, karma, peu importe tout ce que vous avez dit, pour le convaincre, il insiste pour avoir le modèle que lui, il était venu chercher. Qu'est-ce que vous faites en tant que professionnel? Rebecca, tu as déjà eu ça? Aurore est en première année, donc voilà. J'ai pas exactement eu ça, mais c'était une cliente qui voulait une tenue pour sa soutenance. Et à mon avis, elle était trop simple. C'était faisable, ce serait joli, mais c'était trop simple pour l'événement. Donc, je lui ai dit qu'on pouvait rajouter d'autres choses. Elle a refusé. Mais ça, par exemple, je lui ai fait ça comme elle voulait, simplement parce que, bon, ça ne va pas salir mon nom après. Est-ce que si la personne me demandait un truc qui n'était pas faisable et que je lui fais quand même et que ça ne rend pas bien, c'est mon nom qui est sali en fait. Et le nom des amours aussi. Et le nom est des amours. Voilà. Donc, je lui ai fait sa tenue, simplement comme ça. Elle était contente, mais après, elle est revenue me voir par rapport à ce que tu voulais qu'on ajoute. Est-ce qu'on peut le faire finalement? Mais c'était trop tard. Donc... Non, c'est malin. Ça lui fera 2 tenues en une. Mais ouais, je comprends. Oui, mais un habit qui est déjà fait, est-ce qu'on peut rajouter des choses comme ça? Ça dépend. Si ce sont des garnitures, là on peut. Mais elle voulait qu'on remette des manches, alors que c'était un truc sans manches. Il va falloir que je recommence. Et je lui ai dit que ce n'était pas possible. Est-ce que vraiment ce n'était pas possible? Ou bien parce qu'elle avait... Oui, elle t'a demandé du travail. Et surtout qu'elle avait refusé ta première proposition. Il faut aussi refuser sa proposition et ça fait un match nul. C'était un peu pour ça, mais aussi... tu vois, mais aussi parce que... Il ne faut pas dire ça à l'antenne. Mais elle dit la vérité. Non, il faut savoir que moi, je suis là pour emmerder. Fais pas attention à tout ce que je dis. Lui, c'est le sérieux. Le bon, brut, c'est là qui? Mixte. Je peux t'enfoncer comme je peux t'aider. Fais attention. Moi, je suis encore gentil. C'est le gentil de... Donc, dites pas tout. En tant que professionnel, il ne faut pas dire que tu avais refusé. Tu as refusé pour lui rendre le coup? Non. Gentiment. On n'a pas refait ce qu'elle demandait, mais on a décliné. On a rajouté d'autres choses. Pas forcément les manches, mais on a mis d'autres choses qui faisaient que ce n'était plus simple comme ça l'était au début. Voilà. Oui, mais Khadi, tu as quelque chose à dire? Oui, pour ajouter quelque chose à ce que vous avez dit, par exemple, où souvent le client insiste sur le modèle et tout, d'où revient ce que je disais, où il faut faire un dessin, où vous essayez de décliner. Moi, personnellement, j'en ai rencontré plein. Des clientes qui disent « Non, c'est ça je veux. C'est exactement ça je veux. » Mais la plupart du temps, j'arrive à les convaincre à travers le dessin. Parce que dès que je dessine, elles voient ce que je dis. Et c'est là, elles se disent « Ah, c'est ça tu dis. » Ok, donc il faut faire. Et à la fin, elles disent « Bon, c'est toi la styliste, j'ai confiance en toi. » Oui, il y a une question de confiance aussi, exactement. Junior? Oui. Oui. Et puis c'est tout? Non? Il faut encore dire quelque chose d'autre? Oui. Parce que grâce au dessin, on arrive à sortir et on arrive à sortir ce que nous pensons. Quoi. Ok. Ouais. Oui. Le dessin vous permet de matérialiser ce que vous avez dans la tête. Okay. Mais la difficulté parfois avec les clientes, là, est-ce que ça amène, je ne sais pas des disputes, mais est-ce que ça mène une petite tension parfois? Parce qu'il y en a qui sont exigeantes. Bon, il y a des hommes aussi, hein, mais il y en a qui sont un peu plus exigeants. Nous, on est gentils, on est les gentils. N'est-ce pas, Junior? On n'est pas gentils? Non, pas tellement. Non, les juniors ne sont pas gentils.
Tu ne peux pas dire que les hommes ne sont pas gentils. Nous, on est gentils. Ce sont les autres. Chacun se débrouille au fait. Hein. Nous, les hommes, on est gentils. On n'est pas trop. Quand c'est un pantalon, on te dit 2 poches. Regardez d'ailleurs, nos pantalons, ils ont combien de poches? 4. Juste. Et on n'est pas très... Mais la femme, elle peut coudre alors qu'elle a 2 bras et même rajouter une 3e manche. Nous, on ne fait pas ça. On n'est pas trop... On ne gaspille pas le tissu. Quand je regarde... Bon, d'accord, je ne dirai plus rien. Il n'y a pas de gaspillage, là. C'est vrai que les femmes mettent plus de... Il y a plus de trucs à mettre sur les le faux, c'est normal. Et quelle est la couleur vous avez dit à chaque peau sa couleur. Donc, il n'y a pas une couleur pour une période. Si je ne m'abuse, en Europe, en hiver, on est souvent noir, 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 noir. Mais est-ce qu'ici, chez nous, il y a une couleur pour une période? Il y a le soleil tout le temps. Est-ce que ou une couleur conseillée. Que vous conseillerez? Tendance, par exemple, pour l'harmattan, ceci irait. Il faut éviter le blanc, parce qu'avec la poussière, là, ainsi de suite. Ouais. Moi, je ne suis pas styliste, mais je trouve que pendant l'harmattan, avec le vent et la poussière que ça soulève, quand vous mettez du blanc, vous allez avoir du blanc teint. Alors, je prends pour la question. Déjà, il y a une couleur qui reflète, par exemple, le noir. Oui. En période de chaleur, le noir n'est pas vraiment conseillé. Parce que lorsque vous mettez le noir, il fait plus chaud. Lorsque vous portez du noir, en période de chaleur, il fait encore plus chaud. Oui. Voilà, parce que bon, je reviens en chromatologie, à Esamoud, bien sûr. Nous avons appris à étudier les couleurs. Donc, le noir n'est pas vraiment conseillé en période de chaleur parce que les rayons solaires, lorsqu'ils traversent le noir, par exemple, ça donne plus d'autres, je ne sais pas comment vous expliquer ça, ça donne plus d'autres nuances, voilà, ça absorbe. Donc, ce qui fait qu'il fait encore plus chaud lorsqu'on le met. Donc, les couleurs plus froides sont conseillées. Le blanc, le bleu, le vert, le violet. Le violet, c'est froid? Oui. Le jaune aussi. Hein. Non, le jaune, c'est chaud. Quand tu as des trucs chauds. Dehors, il fait frais. Donc, je mets le chaud, là. Voilà, ça attire. Et moi, c'est quoi? C'est froid, c'est jaune. C'est un mélange de couleurs. Oui, alors ça fait quoi? Ça, c'est du blanc-noir. C'est des couleurs neutres. Voilà, je suis neutre, je t'avais dit. C'est des couleurs neutres également. Mais est-ce qu'il y a des couleurs adaptées au genre? Par exemple, un homme, il peut avoir telle couleur et une femme, telle autre couleur. Ou, par exemple, quand on était enfant, peut-être pas... la couleur rose, on pense que ça fait la petite fille. La couleur bleue, ça fait le petit garçon. Bon, pour moi, personnellement, je n'aime pas mettre les couleurs dans les cases. Toute personne peut porter... Ni dans les casiers. Oui. D'accord. Okay. Toute personne peut porter la couleur qui va. Le rose peut aller à certains hommes et le bleu peut aller à certaines femmes. Tu défends ta cravate, là? Oui. C'est qu'on reconnaît quand même qu'il y a certaines couleurs qui sont du genre. C'est vrai, c'est pour ça qu'on parle du bleu et du rose. Ouais. Et ça, c'est la vérité. Hein. Et mais on casse ça, moi, on cherche à casser ça. Oui, pour la petite histoire, mon fils, j'ai peint sa chambre et après, je pensais qu'il fallait... Bon, comme tu as dit, c'est en Europe. Et j'ai mis un lit, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, j'ai mis un lit qui avait au milieu une couleur rose. Pour la petite histoire, il a refusé. C'est un garçon. C'est un garçon. Il a refusé. On a acheté un téléphone. Et c'est rose. Il a refusé. D'accord. Donc, c'est vraiment un truc. Ça persiste, hein. Ici, oui, c'est vrai, nous, c'est amusant. On met quand ça va, c'est bon, il n'y a pas de souci, oui. Comme il l'a dit. C'est vrai. Normalement, on ne devrait pas. La couleur, c'est la couleur. Oui, c'est vrai qu'on cherche à casser ces règles-là aujourd'hui. On ne veut plus attribuer des couleurs aux gens, quoi, un truc comme ça. Mais ça persiste effectivement. Les garçons, ils n'aiment pas toujours être en rose. Et voilà, quoi. Aurore, pas de couleur dans les cases. C'est vrai. On peut tout porter, oui, quel que soit son genre. Bon. Tout rouge. Tout. Ah, voilà. Je t'ai eu. Tout rouge. Je dit non. Oui, on peut se mettre en tout rouge. Voilà. Rouge, c'est une couleur, non. On peut se mettre en tout rouge. Oui, tout. Il n'y a pas de problème.
Non, Junior a dit non. Même si vous ne travaillez pas, comment on appelle ça? Là, on fait les prélèvements, on donne du sang, là, c'est où? Non. Non, eux d'ailleurs, ils ne sont pas rouges, même si tu ne fais pas un film Ibo. Il n'y a que du rouge dedans? Non, les prêtres, ils sont en rouge. Ah, je n'ai jamais regardé un film. Ah, regarde un peu. Ah bon? Khady? Oui. Du rouge, ça passe? Bon. Lorsque vous dites du rouge, je voudrais bien comprendre la question. Et pas, pas du rouge Bordeaux, hein. Du rouge criard, quoi. Bon, ça dépend de quand tu le mets. Hein. Si tu le mets en journée, ça fera très mal aux yeux. Et la nuit, ça peut y aller. La nuit, ça peut y aller. Ça fait diva. Oui. Ça fait femme fatale. Ça fait diva. C'est parfait. Et quelle est la couleur qui passe le mieux? D'abord en journée, chez nous ici. Quelle est la couleur qu'on peut porter qui passerait? Bon, ça dépend aussi du teint de la personne. Oui, vous l'avez dit, c'est vrai. Et de l'habit aussi. Parce que, bon, comme ils l'ont dit, toutes les couleurs, ça marche. Hein, mais juste, ça dépend aussi de la nuance de la couleur. Parce qu'il y a des couleurs, ça peut être jaune foncé, ça peut être jaune clair. Et puis, voilà, donc... Il faut qu'on voit la couleur pour savoir si ça ira le matin ou le soir. Le soir. Et puis, il faut voir le teint de la personne aussi. Oh, je t'entends pas beaucoup. Dis-moi quelque chose à propos des couleurs. Micro. Donc, comme elle a dit, on doit d'abord voir la personne. Oui, la personne. Et sa taille, son poids, son teint. Okay. Et aussi la couleur, le vêtement aussi, pour voir. Et si ça peut passer en journée ou en soirée. Et vous, quelle est votre couleur préférée? Je peux dire le marron. Ah, j'aime bien le marron aussi. J'aime bien le marron. Moi non, le... Pas toi. Ok. Rebecca. Ma couleur préférée? Yep. C'est le violet. Le violet? Voilà. Ok. Khady, il y a du violet dans ton truc? Oui. Moi, ma couleur préférée, c'est le rouge bordeaux. Oui, j'ai vu ce que tu as porté pour le défilé. Oui, c'est vrai. Junior? Moi, c'est le rose. Ah, je comprends maintenant. Pourquoi tu défendais la couleur rose comme tu défendais ta cravate En réalité, il n'y a que lui qui a respecté sa couleur préférée. Hein. Oui, tout le monde dit, c'est comme quand on dit « je t'aime ». Mais ça, on dit « ma couleur préférée ». Mais quand tu les regardes toutes, personne n'a cette couleur. Et on se demande si vraiment c'est leur couleur préférée. J'aurais pensé quelle autre elle aurait pu dire violet. Ben, c'est violet était là-bas. Et ben, c'est... Bref. Je regarde le violet. Je regarde le violet. Tu aimes regarder. Tu les préfères quand c'est sur d'autres. Sur moi aussi, mais actuellement, j'en ai déjà devant moi, donc ça va. Ok. Garni. Esther, ta couleur préférée? Moi, c'est le vert. Le vert, c'est vrai. Le vert foncé? Oui, le foncé. Le vert anglais foncé. Je ne vais pas demander ta couleur. Hein. Je sais ta couleur. Noir, blanc. Parce que si, non, réellement. Hier, j'étais comment? Noir, blanc. En tout noir. Moi, quand ce n'est pas noir, c'est blanc. Tout blanc, tout noir. Tout noir. Ben, voilà. Quand tu fouilles ma garde-robe, tu n'as... C'est beaucoup ça. Et après, les autres, ils sont aussi noirs. J'aime... Aujourd'hui, je voulais venir en tout blanc. Si j'avais su que Lys n'est pas là, parce qu'elle m'emmerde quand je mets... Hier, j'étais en tout noir et aujourd'hui, voilà, c'est ma couleur préférée. Moi, n'est-ce pas? J'aime bien le blanc. J'aime bien le blanc, mais après... Le marron. Oui. Il faut rajouter. Oui, s'il faut choisir entre le blanc et le marron, je prendrai le marron. Qui a dit le marron? Ok, voilà. Okay. Ça marche exactement. Donc, pour cette fête-là, vous, qu'est-ce que vous avez confectionné de particulier à vos clientes? Quelle est la tenue qui vous a marqué? Les gens sont déjà venus vous voir pour faire des tenues. Et Khady, qu'est-ce qui vous a marqué? Bon. Pour le moment... Avant, garde la question là. Ne l'oublie pas. Hein. D'accord. Mais pourquoi, pour le défilé, tu as mis quelque chose avec capuche et machin? Pourquoi? Si on peut revoir l'image de Khady devant, là où elle dansait au début, on peut voir. C'est quoi? C'est le numéro 2. Voilà, c'est Khady qui est devant, là. Ouais. Donc, capuche. Mais pourquoi?
Bon, j'avais dit au début que je voulais faire un modèle qui faisait genre Cruella d'enfer et tout. Mais disons faute de moyens, parce qu'il faut beaucoup de choses. Il me fallait la fourrure, la fourrure et certaines choses, donc faute de moyens. Finalement, je suis restée dans un style saharien. Saharien. J'ai fait un truc un peu comme les femmes avec leur voile et tout, mais je ne voulais pas vraiment être voilée. Donc, je me suis dit, avec la capuche et des gants, avec des bijoux au bras et tout ça, ça devait aller. C'était pas mal, en tout cas. Moi, j'ai bien Merci. aimé. J'ai bien aimé. Je trouvais ça assez particulier, quoi. Ça te ressemble. Oui, qu'est-ce que tu as fait pour cette fête-là? Il y a une cliente qui t'a bien aimé ce qu'elle t'a demandé. Bon, pour le moment, disons que je n'ai pas encore été marquée par quelque chose. C'est du déjà vu. Tout ce qu'elles font, c'est du déjà vu. Est-ce qu'il y en a qui viennent vous voir et vous demandent de leur proposer des choses? Oui, par exemple, moi, j'ai confectionné un par-dessus, un peu oversize. Un par-dessus. Un par-dessus. Oui, un peu oversize, avec des pantalons. J'ai pris un pantalon jean que moi-même j'ai fait à ma manière. Vous avez décousu et recousu? Oui. Ok. Pour un client ou c'était pour un client, oui. Ok. Il a aimé? Oui, il a aimé. Il a adoré même. Il a même adoré. Ok. C'est dimanche, hein, on peut adorer tout. Rebecca? Oui, ça arrive que... On vous demande des conseils. Oui, qu'on me demande des conseils, mais c'est très rare. Parce que, bon, tout le monde arrive avec un tissu, avec un modèle particulier dans la tête. Donc, ils ne sollicitent pas vraiment le côté styliste, mais plutôt le côté modéliste. Voilà. Mais il arrive qu'ils demandent mon aide. Et au final, ils aiment beaucoup. Ok. Quand vous leur proposez, ils acceptent finalement votre proposition, quoi. Oui. Ça les marque. Ok. Et du coup, pour cette fête, est-ce qu'il y a une couleur qui a dominé? Est-ce que les gens qui sont venus vous voir viennent avec des couleurs dominantes? Non. Pas particulièrement. Non. Et quel est le tissu qui va mieux? Okay. Quel est le tissu? Et par exemple, si on doit faire ce que vous avez porté là, et quel genre de tissu irait mieux? Avec ce que je porte actuellement. Est-ce qu'il faut, par exemple, est-ce qu'on peut le faire avec un pagne du grand marché? Ou il faut un genre particulier? C'est-à-dire la tenue que vous voulez faire, est-ce qu'il y a un tissu mieux adapté à ça? Bon, par rapport à ma tenue actuelle. Oui, actuelle, oui. Oui, c'est en pagne. Et on peut le faire avec plusieurs autres tissus, soit pétrolier, gordèche. Pétrolier? Oui. Oh, c'est-à-dire? Vous avez ces expressions. Il faut aller à Esamod pour comprendre ça, pour découvrir ça. Le tissu pétrolier, c'est lequel? C'est ce que j'ai mis pour le défilé. Ok, je vois. C'était un peu... bon, non, c'est jaune. Ça brillait beaucoup. Ça brillait. Oui. D'accord. Le pétrolier ça s'appelle aussi Mikado. On peut le faire aussi avec ça, n'est-ce pas? Oui, on peut le faire. On peut utiliser de la soie simple aussi. C'est un peu plus compliqué, mais ça va. On peut utiliser des tissus, même du jean. Le jean, on peut le faire. Ah, avec ça. Oui. Donc voilà. Kadi? Oui. On ne peut faire qu'avec ça? Ce Non. que tu as porté. On peut faire d'autres choses aussi. Oui, on peut faire avec beaucoup plein de tissus. Aurore, qu'est-ce que tu as porté pour le défilé? Qu'est-ce que tu avais fait? J'ai porté un pantalon. Comme celui-ci? Oui. En tissu? Oui. Avec un bustier. Avec un bustier. Oui. Mais je ne t'avais pas reconnu quand je t'ai vu. J'ai dit, ah, c'est Aurore. Quand tu es passé, j'ai dit, ah, tiens, c'est Aurore. Elle a changé. Oui, et lui, bon, puisqu'il avait dit ce qu'il allait porter, c'était une veste avec des fleurs. Des fleurs faites en cuillère jetable. En cuillère jetable. Colorée en doré. Ok. Ah, j'ai vu ça, c'est vrai. Ben, on vous remercie beaucoup. Non, j'ai une question. Oui, vas-y. Bon, est-ce que vous trompez les clients? Non, je crois que c'est interdit chez eux. Hein. Non, je ne sais pas. C'est interdit chez eux. Rigoureusement interdit. D'ailleurs, mes questions devraient être bien prises. Non, c'est vrai. Est-ce que vous mentez aux clients? Est-ce qu'il vous arrive de dire... Il faut dire la vérité. Hein. Est-ce que viens prendre ta tenue ce soir ou cet après-midi? C'est lorsqu'il arrive que vous êtes en train de couper
trompé. J'ai vu quelqu'un qui se mariait, on lui a livré la veste et le pantalon pas. C'est à son mariage qu'on a couru avec le pantalon à l'hôtel. Est-ce que vous mentez aux clients? Merci. Déjà, à Ezamoud, si tu fais bien ta formation avec Madame Ayanik, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans notre ADN. Donc, votre ADN de styliste modéliste. C'est dans votre quoi? ACN? Vous mentez aux clients. Est-ce qu'il vous est arrivé? Non, juste vous vous êtes trompé, vous l'avez menti. Vous ne voulez pas mentir aux clients, vous vous êtes trompé. Est-ce qu'il est arrivé une fois? Disons que depuis que j'ai commencé à prendre des commandes jusqu'à présent, j'ai jamais manqué mon rendez-vous. Et elles peuvent le voir, j'ai jamais manqué mon rendez-vous. Des fois, c'est plutôt elle qui manque au rendez-vous. Bon, c'est-à-dire, elle m'a dit 10h et elle appelle. Oh, finalement, je vais venir à midi. Hein. Je dis, OK, c'est comme tu veux, de toute façon, c'est prêt. Okay. D'accord. C'est une marque quand même hein, de l'école. Oui, une marque. Non, bon, si ça se fait, nous, on veut savoir. Donc, on a posé toutes les questions, on a su. Et bon, là, maintenant, quand moi aussi je sors, peut-être que je pourrais dire que si tu veux, là où on ne m'a pas, va à Yannick. Oui, non, là, tu peux le dire. Donc, tu n'auras pas honte après, parce que ça va se confirmer. J'espère. Oui, j'espère, parce que... Bon, ça, voilà. j'en sais quelque chose. Tu n'as pas le droit il y a de mentir. parfois des préférences, et puis il y a des privilèges, ça dépend. Parce que de nous deux, on n'a pas les mêmes entrées. Donc, peut-être toi, on te fait bien. Pour moi, on va dire, attends, après-demain. Non, tout client est client. Hein. OK, on dit le client est roi, mais c'est... OK, d'accord. Alors, c'est bien gentil. Et comme je disais, je taquine. Hein, mais je vais terminer, laissez-moi. Au fait, quand on fait un travail de la main, sincèrement, quand un client apporte un pagne, en réalité, ce qu'on doit regarder, ce n'est pas l'argent qu'il apporte, mais parce que ce client-là, il fait de la pub pour vous. Vous comprenez? C'est une vitrine, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va avec ce tissu au-delà peut-être des frontières. Si vous vous limitez à regarder que l'argent, vous ne faites pas un bon travail. Il faut que, puisque moi, si j'avais cousu, on me demanderait, si c'est bien fait, qu'est-ce qu'on me poserait comme question? Où as-tu fait ça? Qui t'a fait ça? C'est ça. C'est ce que vous devez regarder. Et surtout, vous, les jeunes, on nous apprend. Nous aussi, on doit réapprendre. C'est comme vous dites dans votre ADN. Vous aviez un ADN avant d'aller à écouter. Moi, je fais partie des gens qu'on dit, ne dites rien qui puisse être retenu contre vous. OK? Vous aviez votre ADN. Mais au-delà de ça, vous devez comprendre que le client, on peut avoir tout type de client. Tous les types. Sincèrement, vous ne pouvez pas ouvrir quelque chose et dire « je veux les clients gentils ». Non, et ça n'existe pas. Bien au contraire, le client, il n'est pas gentil. Ça, c'est la première des choses qu'il faut apprendre. Mais au-delà de tout ça, qu'il soit gentil, qu'il soit le méchant, vous devez faire votre travail et même plus, puisqu'il ventile votre truc. C'est ce que moi, j'ai à dire en dernier. Et Kadi, c'est ça? Oui, c'est ça. Kadi disait tantôt « manque de moyens », c'est vrai. Quand on veut faire quelque chose et on dit, on compte d'abord sur le moyen, on ne fera pas. On dit, je veux faire, et ensuite les autres viennent s'emboîter. Vous comprenez? Si je dis, je suis assis ici et je dis, attends, je vais faire un truc si tu permets. C'est comme j'ai 500. C'est comme j'ai de l'argent. Oui. Je vais juste vous poser une question. Pas toi, hein? Pas moi. Toi aussi, non. Alors, qui veut? Je parle à vous. Qui veut après une réponse ou qui veut pour rien? Non, c'est juste une question qu'on répond dans c'est 10 000, n'est-ce pas? Qui veut? Tout le monde veut. Vous voyez la réaction? Oui. C'est la réaction de ceux qui ne sont pas des gagnants. Tout le monde veut. Comment je peux donner 10 000 à tout le monde? Si quelqu'un voulait ce 10 000, il se serait levé et allé vers 10 000. C'est cette personne qui veut. Vous tous, vous êtes comme ça toujours. Je veux. Et puis on est où on est. On a répondu à la question. Non, je veux. Mais qui veut, ça veut dire quoi? Peut-être moi, je veux donner. Si tu veux vraiment, tu vas vers 10 000. Tu ne dis pas, tu restes chez toi et dis, je veux. Non. Il faut qu'il se lève pour venir. Donc vous, non, ne venez plus, s'il vous plaît. Qui te dit? Et c'est justement là le problème. N'ayez pas, ne vous dites jamais, est-ce qu'il fait?
vous n'avez rien à perdre. Tu te serais levé, puisque de toutes les manières, dans quelques minutes, tu vas te lever. Et puis, c'est un peu trop facile. Hein. Vous n'avez rien fait, on doit vous donner 10 000. Ah non. Je parle, j'ai schématisé. Il faut que j'ai fait quelque chose d'abord pour mériter les 10 000. Qui t'a dit que tu n'as pas fait? Le simple sourire, non, c'est pas suspect. Le simple sourire, mais parfois on croise des gens. Écoute, je te donne 10 000 pour ton sourire. Non. Voilà, et puis non. Bon, on a toujours des arguments. Alors, ce que moi, je voulais dire, Kadi, c'est bien ce que tu avais fait. Mais au fait, on peut faire du nouveau avec du vieux, hein, de tout. Avec tes moyens, tu peux. Aujourd'hui, on peut personnaliser. Moi, il m'arrive des fois d'avoir des habits où quelqu'un me dit, tu l'as trouvé où? Alors que il dit, comme il a ramené ça sûrement de l'Europe. Faux. Nous avons des gens. Peut-être que j'ai pris ça et il dira, ah oui. Mais je reviens à la maison, je change. Je vais, comme lui, il a dit, parfois j'achète un truc, je prends un habit de militaire où j'ai des galons et tout ça. Je reviens, j'ai une machine à coudre que j'ai ramenée chez moi. Tu as tout, sincèrement. Tu as finalement tout. Non, tu sais. Donc, je m'amuse à rechanger ce machin-là. J'ai personnalisé. Vous avez le pouvoir. Oui, surtout elle. Surtout elle, Aïzamout, c'est la personnalité. N'attendez pas les moyens, ça va faire que vous abandonnez tous vos projets. C'est vrai. Non. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Et Servet. Merci beaucoup. Hein. Merci, Aurore. Je t'ai pas beaucoup entendu. OK. Merci, Rebecca. Rebecca, habituellement, elle est un peu plus truc. OK. Et puis, Kadi, elle est restée égale à elle-même. Junior, toujours un peu timide, mais ça va, tu t'en es sorti aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'être passé. Et puis, on se reverra pour d'autres choses. Et voilà, vous allez nous dire ce que vous faites toujours et comment ça se passe là-bas à l'école et tout. Et si vous devez dire merci, vous dites merci à qui? Non, à part moi et à part Estelle et Saint-Éloi. Vous dites merci à qui? Je dirais merci à Madame Yannick, grâce à qui nous réalisons notre rêve. Il n'y a pas qu'à Yannick quand même. Il y a Gino, il y a d'autres, non? Tous ceux qui vous encadrent. Yannick, bon, c'est pas pour te faire du mal. Hein. On pense toujours à Yannick. Mais après, Yannick est entouré. Il faut penser aux autres aussi un peu. Quoi. Yannick, on la connaît tellement qu'on n'a plus besoin de dire son nom, ni son prénom. Maintenant, les autres également, il faut qu'on les remercie un peu. Tous ceux qui l'entourent, tous ceux qui l'aident à avancer. OK. J'aimerais dire un spécial merci à notre DAF, M. Gino, qui est très polyvalent. Oui. Il est DAF, mais il est à la fois styliste, donc il nous aide beaucoup. Gino, il a beaucoup de compétences, c'est vrai. Même quand on ne va pas bien, il est toujours là. Vrai. Donc, c'est celui qui est toujours là. Gino, merci. Hein. Ah, voilà. Je joins ma voix à la voix de Rebecca pour te dire merci. OK. Oui, alors, comme l'a dit Rebecca, on remercie d'abord Madame Yannick. Nous remercions Monsieur Gino, Monsieur Aimé, qui aussi nous aide aussi beaucoup à l'école, oui. Nous remercions Monsieur Sylvain, tous nos professeurs également, parce qu'ils sont avec nous. C'est vrai, c'est des professeurs, mais ils nous donnent aussi beaucoup de conseils aussi. Donc, on a 30 secondes. Non. Pardon, sorry. Aurore, rapidement. Tout le monde. Voilà. Okay. Tout le monde. Okay. Moi également, je remercie Madame, Monsieur Rudy, Madame Raina et Madame Victoire, celle qui nous vend le Rio dehors. Surtout elle. Hein. C'est grâce à elle on survit. C'est suspect ça. Merci à vous et je vous remercie aussi. On va faire un peu de sécurité routière parce que c'est la période des fêtes, mais attention, il faut savoir rouler, il faut savoir marcher, il ne faut pas faire d'excès. Okay? On va faire une transition avant d'en venir maintenant à l'alimentation. Et puis il faut savoir manger aussi en période de fête. Merci à vous. Et puis bon, on va vous accompagner avec les mesures de sécurité routière. Merci beaucoup. Bon, vous faites quoi là? On est sur le parking et on commence à se faire chier donc... T'es con hein.
Écoute, j'ai la caisse de ma mère. Qui monte avec moi? Ah, vas-y, je viens avec toi. Moi qui conduis. Allez, rends-moi ça, c'est ma caisse. Mais non, t'es bourré. Moi, je vais avec eux, moi. Non, mais attends, j'aurais pas fini avec faire les deux, tout ça. Dommage. Tu conduiras après. Et on se retrouve là-bas, on s'attend sur le parking. Toujours rien. Bonjour madame, vous êtes bien la mère de Frédéric Rollin-Jacquet? Voilà madame, votre fils a eu un accident de la circulation à 3h30 sur la départementale 22. Et? Il a perdu la vie madame. Ça va vous demander beaucoup de courage, madame, mais je vais vous demander de venir nous accompagner pour reconnaître votre fils. Qu'est-ce qu'il fout? C'est pas bon, ça. J'aime pas ça. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Serrez-moi la main. Vous étiez combien dans le véhicule? Message du véhicule de premier secours numéro 4. Accident de la circulation confirmé. 2 véhicules de tourisme en collision à force cinétique. Nous demandons ambulance de réanimation du SAMU ainsi que moyen de désincarcération. Une personne inconsciente. Une personne. Le véhicule de je suis pas sûr. 2 personnes légères avec un enfant qu'on a fait sortir. D'accord? Voilà. Véhicule fortement endommagé. Je pense qu'il va falloir un moyen de désincarcération à ce niveau-là. J'ai une personne a priori Delta Charlie Delta. Madame, j'ai trouvé ça calmement. On a une personne à état de mort apparente qui est sur le sol avec perte de substance crânienne importante. J'ai un monsieur à 10, 3 kilos, un figure ouvert. Allez, décroche. Décroche. Allô? Julien? C'est un garçon qui a plein de dessins sur les bras. Allez, on le sort, là, on y va. Il faut le sortir, il est en arrêt, là. Merci de nous retrouver. On vous retrouve aussi. Après l'habillement, on va parler maintenant de l'alimentation un tout petit peu quand même. Surtout en période de fête, on s'habille et on mange. Okay? Mais il faut savoir manger pour ne pas tomber malade après. Okay? Et la maladie qui guette beaucoup, c'est le diabète aussi, hein, parce qu'on prend trop de sucreries. Est-ce que le diabète est même lié à l'abus de sucreries ou bien c'est un mauvais fonctionnement du pancréas? Je ne sais pas trop. Si je me trompe, vous me corrigez. Okay. Donc, il faudrait qu'on puisse répondre à tout ça. Nous recevons Mathieu Tobossi et Serge Kodjo
Et puis, j'aurais dû commencer par elle, Déborah Badombenan. Ok, je vais reprendre alors, puisque je n'ai pas fait les choses dans les normes. On reprend. On reçoit Déborah Badombenan, ok, Kodio Serge, et puis Mathieu Tobossi. Voilà, qui est bon maintenant. Et les autres, ils sont toujours là. Hein. Il y a Estelle, et puis il y a Saint-Éloi. Vous les avez croisés déjà. Lui, c'est le taquin, elle, c'est la sage dame. Je ne vais pas dire la sage femme. On va la confondre. Okay. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être là. Et le diabète, je le disais tantôt, est-ce que c'est le mauvais fonctionnement du pancréas ou c'est l'abus du sucre? Bonjour, je peux prendre la parole et dire en même temps que le diabète, c'est vrai, quand on parle de diabète, c'est diabète sucré. Et donc, ouais, diabète sucré, c'est le sucre qu'on mange de l'aliment, là. Et ce sucre qui se retrouve dans le sang, qui ne va pas dans les cellules. Parce que le pancréas, qui fabrique une hormone qu'on appelle l'insuline, et cette insuline-là n'arrive pas à faire entrer le sucre dans la cellule pour que le sucre soit utilisé comme énergie. Ouais, donc, ce que vous disiez, effectivement, il y a un dysfonctionnement du pancréas et ce n'est que quand il y a ce dysfonctionnement du pancréas que le diabète intervient. Donc, on peut manger des tonnes de sucre. Vous voyez, on peut manger comme les joueurs. Ouais, les joueurs, ils mangent beaucoup de trucs, beaucoup de sucre, mais ils ne sont pas le plus souvent diabétiques parce qu'ils les dépensent et parce que le pancréas fonctionne bien. Mais dès que le pancréas commence par ne pas bien fonctionner, ne pas délivrer les quantités d'insuline qu'il faut pour faire baisser le pic glycémique, le pic de la glycémie, le diabète intervient. Et celui qui s'occupe des diabétiques, c'est le diabétologue. C'est le diabétologue, oui. Le diabétologue ou l'endocrinologue. L'endocrinologue, c'est un peu plus les hormones, ouais, parce que le pancréas va fabriquer l'insuline qui est une hormone. Ouais, et donc, c'est le spécialiste de tout ce qui est mauvais fonctionnement des hormones ou des glandes. Et les principales causes, donc, c'est le mauvais fonctionnement du pancréas quelque part et l'abus de la consommation de produits, enfin, d'aliments sucrés. Oui, c'est vrai que quand on parle de diabète, c'est le sucre qui est élevé et ce diabète va provenir de deux mécanismes. Il y a le fait qu'on est déjà prédisposé à la maladie, donc qui est vraiment important. La prédisposition génétique, c'est un des facteurs pour tous les diabètes, les types de diabète, surtout le type 1, le type 2. Et la prédisposition génétique, elle est importante et elle peut aller de plus de 30 à 40% jusqu'à 70%. Si j'ai deux parents qui sont diabétiques, si j'ai toute une famille diabétique, vous voyez, le risque de faire le diabète est plus important. Maintenant, cette prédisposition génétique va être associée à des facteurs environnementaux. Et dans ces facteurs environnementaux, nous avons la malbouffe, l'alimentation déséquilibrée où on mange un peu de n'importe quoi. Le sucre, quand il est en excès, il va se retrouver sous forme de gras. Donc, on va commencer par pousser le ventre. Je vois, voilà. Chez lui encore, ça va. J'essaie de voir s'il y a... Il a commencé par moi. Non, moi, quand on me voit, on sait que bon... Ça aussi, ça peut être un diabète de type 0. Donc, ouais, et cette malbouffe, le plus souvent, est associée à une inactivité physique. Ouais, donc, c'est ce qui va faire, comme on parlait tout à l'heure des sportifs, ils mangent beaucoup de sucre, mais parce qu'ils dépensent. Donc, on mange, on ne dépense pas, le sucre est stocké et on n'en a pas besoin, donc en réserve. Et après, ce sucre-là, stocké sous forme de graisse, va entraîner une résistance à l'action de l'insuline, l'hormone dont on a parlé. L'insuline ne va pas bien agir parce que le gras va venir s'interposer et que le sucre ne rentrera plus dans la cellule. Donc voilà des éléments, les facteurs environnementaux essentiellement, c'est ce sur quoi on insiste aujourd'hui, c'est l'inactivité physique, la malbouffe. Maintenant, il peut y avoir d'autres facteurs. Aujourd'hui, on a tout ce qui est pesticides, produits chimiques qui entraînent des modifications au niveau génétique, au niveau du pancréas et tout, qui font que le pancréas n'arrive pas à bien sécréter d'insuline. Et tous ces éléments-là vont entraîner l'obésité.
le poids qui augmente. Manque d'activité physique, la bouffe dans tous les sens, ouais, et on prend du poids. Et c'est cette prise de poids-là, surtout l'obésité du ventre, comme je parlais, qui fait le lit du diabète. Et la bière la bière provoque le... La bière, quand on en prend assez, vous savez que dans la bière, il y a du sucre. Ah voilà, c'est ce que j'allais demander. Et souvent, on en prend 3, 4, 5. Et à des moments où on n'a pas faim. Quand vous dites 3, 4, 5, c'est peu. Bon, c'est peu, oui. Il y en a qui descendent. Oui, c'est des casiers. Et surtout dans ces périodes de fête. Oui, c'est à fait. C'est comme un championnat. Tout à fait, oui. Les périodes de fête, c'est la canne de la bière. C'est la canne de la bière. Donc ouais, c'est ces éléments-là qui vont entraîner le diabète essentiellement. Le diabète de type 2, c'est un problème surtout de surcharge pondérale, le surpoids, l'obésité. Et le diabète de type 1, c'est beaucoup plus une maladie où l'organisme a produit des anticorps pour lutter contre une infection ou un corps étranger. Et maintenant, ces anticorps-là qui sont fabriqués vont venir s'attaquer aux cellules qui fabriquent l'insuline, qu'on appelle les cellules bêta. Donc c'est pour ça qu'on parle d'une maladie auto-immune, parce que c'est l'organisme qui a produit des anticorps pour se défendre. Maintenant, ces anticorps-là viennent s'attaquer à soi. C'est un peu plus le diabète de type 1, où ce diabète-là est le plus souvent représenté chez les enfants, les jeunes adolescents, et ces anticorps-là vont complètement détruire les cellules bêta. Et donc, comme ces cellules-là sont complètement détruites, vous voyez que le pancréas ne produira vraiment plus d'insuline, et c'est le diabète qui survient, et c'est des personnes qui vont être tout le temps sous insuline. Oui, c'est ça. Après, on devient insulinodépendant. Voilà, c'est des insulinodépendants parce que tant qu'ils ne mettent pas l'insuline, les glycémies, ça monte. Ouais, ce qui m'étonne un peu, c'est que vous parlez des enfants qui peuvent souffrir du diabète. Ça, on ne se l'imagine pas. Ouais, c'est compliqué. Et c'est compliqué de voir un enfant souffrir du diabète. Et même dans la découverte de l'insuline, qui est l'hormone qu'on utilise aujourd'hui dans ce traitement, ça a commencé avec des enfants qui sont diabétiques. Ouais, et donc, quand ils mangent, le sucre montait. Et comme on n'avait pas l'insuline, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on demandait à l'enfant de ne pas manger. Vous imaginez, vous avez une maladie et on vous dit de ne pas manger parce que quand il mange, le sucre monte. Et donc, à un certain moment, on lui donne de l'eau et on le punit, il ne mange pas. Et c'est vraiment horrible. Et donc, c'est ce qui a amené à découvrir l'insuline. Donc, vous comprenez que le diabète de l'enfant, c'est un casse-tête. Oui, franchement. Moi, j'ai mis du temps à croire en cela. Parce que je me dis, les enfants, ils ne pouvaient pas avoir le diabète, c'est ce que je pensais aussi. Et il y a un aspect aussi qui me surprend, c'est le fait qu'on dise qu'on ait des prédispositions. Quoi. Parce qu'on a des parents diabétiques, les enfants courent le risque d'être diabétiques après. C'est vrai que ce n'est pas la même prédisposition. Quand c'est du diabète de type 1, ce n'est pas la même prédisposition, mais c'est aussi... Ils ont un type particulier de gènes qui font qu'ils peuvent faire cette maladie de type 1. Là. Et vous avez dit à 40% de risque? Quoi. Oui, 30 à 40%. Même ça va jusqu'à 70%. Quand on a, surtout dans le diabète de type 2, quand on a les deux parents qui sont diabétiques ou toute la famille est diabétique, le risque est très élevé. Et donc, je parle de ma famille. Papa était diabétique solide. Après, tout le monde a pris un peu. Moi, je touche du bois. Pour le moment, après, ça s'enchaîne. C'est ça, enfants en fait. prennent. Ouais. Donc, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je dis, même si je n'ai pas des parents diabétiques, ce n'est pas parce que peut-être qu'ils avaient les gènes, mais ils n'ont pas manifesté. Je dois me dire, tout le monde aujourd'hui au Togo doit se dire qu'il est prédisposé à faire le diabète. Et donc, c'est sur ça, parce que la prédisposition, on ne peut pas agir là-dessus. Mais les facteurs environnementaux, on peut agir sur ces facteurs-là pour ne pas avoir le diabète. C'est ça qui est un peu délicat. Est-ce que des deux genres, et quand vous avez des parents et que vous avez des prédispositions, est-ce que la femme, le genre féminin a plus de risques de développer que le masculin ou quoi? Parce que, excusez-moi de parler encore de ce que je connais, ma sœur, elle-même, elle prenait presque jamais de sucre. Mais elle était la première à développer le diabète dans la famille. Elle n'aimait pas, elle prenait même de la bouillie sans sucre.
mais elle a été diabétique et solide. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est vrai, avec même les données de... Il y a une étude que l'équipe de l'OMS avec la division de surveillance des maladies non transmissibles a fait sur le diabète et les autres maladies non transmissibles, qui a montré qu'aujourd'hui, on a plus de cas de surcharge pondérale chez les femmes. Les femmes sont plus en surpoids, en obésité que chez les hommes. Et qu'aujourd'hui, vous savez qu'une femme dont les parents sont diabétiques, elle est à risque de faire ce que nous appelons le diabète gestationnel. C'est le 3e type de diabète. Le diabète au cours de la grossesse, qui passe souvent inaperçu. Normalement, comme votre père était diabétique et que les filles, toutes les filles doivent faire le dépistage du diabète gestationnel. Et le plus souvent, c'est la porte par laquelle le diabète passe. Et donc, au cours de la grossesse, parce qu'au cours de la grossesse, il y a beaucoup de modifications physiologiques, et les hormones qui sont sécrétées, souvent c'est des hormones qui favorisent l'hyperglycémie, et donc l'enfant aussi doit grandir, et vous savez, les femmes aussi, au cours de la grossesse, surtout au 2e trimestre, elles mangent un peu plus pour nourrir l'enfant, et certaines prennent du poids exagérément. Donc, le diabète doit être dépisté pour qu'on puisse dire à cette femme, attention, toujours, vous voyez, les facteurs environnementaux, attention à l'alimentation, faites un peu plus d'exercice physique parce que des fois, quand on est enceinte, quand les femmes sont enceintes, elles font moins d'activité physique. Vous voyez, tous ces éléments vont faire qu'elles développent encore un diabète gestationnel qui va partir après la grossesse, le diabète vient au cours de la grossesse, mais il part après la grossesse. Mais c'est qu'elle a été déjà marquée. Vous voyez un deuxième facteur qui s'est ajouté, à part la prédisposition, le diabète gestationnel. Et après, ça va se répéter. Et c'est aussi un autre facteur qui s'ajoute au poids et à l'obésité qui fait encore le lit. Donc la femme est sujet à beaucoup de facteurs de risque. C'est pour ça que le diabète, c'est un ensemble de facteurs de risque qui vont donner la maladie. Est-ce qu'il y a des signes? Oui, justement. Quels sont les signes précurseurs du diabète que tout le monde devrait connaître? La première chose à savoir, c'est que le diabète passe un temps à être sans signe. Et c'est ce qui est trompeur, c'est ce qui fait la malice de cette pathologie. Et donc, ce qui fait que pendant cette période, quand on n'a pas de glycémie qui dépasse, par exemple, 1,80 grammes par litre, vous voyez, sur le petit glucomètre, là, ça affiche 180. Quand on n'a pas ces glycémies-là, des fois, on n'a aucun signe. C'est vrai que vous remarquerez que comme ça, je suis sérieux, tu as remarqué. Pour une fois. Il s'est tué, mais avec les vêtements, on peut blaguer, on ne peut pas mourir parce qu'on n'est pas bien habillé. C'est vrai. Mais là, il faut, il faut dire que moi-même, sincèrement, je ne sais pas si tu étais au courant, dans le mois de septembre, j'ai fait venir, peut-être parce qu'on ne se connaissait pas et que j'ai fait venir ceux que je connais. J'ai offert 3 jours de dépistage gratuit aux conducteurs, surtout vu leur sédentarité, parce que nous, on est dans la sécurité routière et chaque fois, on tape sur eux, vous ne faites pas, mais il faut qu'on voit aussi leur cas. Et un truc m'a surpris, il y a puisque vous y connaissez, il y a un des conducteurs. Le premier jour, j'ai fait venir des diabétologues de la Belgique, parce que c'est une association Diabète sans frontières, avec eux on négocie souvent bien. Ils sont arrivés. Donc la première journée, on a dépisté un chauffeur et ils ont dit, écoute, reviens le lendemain. Il est revenu le lendemain, vous utilisez un truc là pour piquer les plantes de pied là. C'est un petit machin. Et on lui dit, tu regardes là. On a piqué jusque ces mêmes mots. Et il ne sent pas. Le monsieur a pris un stylo. Il pique, il sent rien. Il n'a rien senti. C'est-à-dire qu'il a commencé par développer des complications. C'est grave. Mais il est là, il ne sait pas. En fait, oui, mais c'est un truc dangereux dont on n'en parle pas assez. Pourquoi, par exemple, pourquoi? C'est là où je ne vais pas être
mon méchant quitte ça. Pourquoi? Puisque vous êtes là. Beaucoup de gens... On en parle. Vous voyez, quand on parle de dépistage, on a célébré il n'y a pas longtemps la journée mondiale diabète, le 14 novembre, mais quand on demande aux gens, moi-même, des fois, je me déplace, venez faire le dépistage. Les gens, ils s'en foutent de vous. Ça aussi, c'est... Les gens, ils s'en foutent parce qu'ils ont peut-être peur que quand on leur découvre la maladie, c'est fini, et tout ça. Mais c'est pour ça qu'on est là pour briser ces mythes-là. C'est des mythes aujourd'hui qu'on doit briser. Aujourd'hui, vous voyez ce patient-là, cette personne plutôt, moi je l'appelle déjà patient parce qu'il est diabétique, il fait ce qu'on appelle une neuropathie. Et ça, vous allez vous rendre compte que c'est déjà un diabète qui a un stade très, très compliqué. Ouais, et encore, il est conducteur. Il est conducteur. C'est grave. Et ce qui serait encore plus grave, c'est qu'il fasse une petite plaie. Et tout à l'heure, juste une petite plaie, une égratignure, on va l'amputer jusqu'à la jambe. Tout à l'heure. Vous voyez? Et il est conducteur, on l'ampute. Est-ce qu'il peut continuer son métier? Non. Vous voyez, c'est pour ça que quand on parle de dépistage aujourd'hui, ce n'est qu'avec ce moyen-là qu'on peut vaincre, qu'on peut arriver à vaincre le diabète. Parce que le diabète va passer tout son temps à être asymptomatique. C'est-à-dire que peut-être qu'on a des petits symptômes. Le monsieur, quand vous allez l'interroger, il est souvent très fatigué, il ne comprend pas, mais il est allé prendre CAC1000, il est allé prendre magnésium, il est allé faire test de palud, typhoïde, on a fait tout ça. Malgré tout ça, il est toujours fatigué. Il a même refusé d'aller à l'hôpital. Ceux qui sont venus l'ont conseillé, puisque on était le professeur, là, comment il s'appelle, qui s'occupe de... qui est dans votre... Il y a un professeur qui est au CH Campus, j'ai oublié son nom. Non. Il est professeur, j'ai oublié son nom. On l'avait contacté. On lui a dit d'aller à l'hôpital. C'est le professeur Balaka, peut-être. Balaka, je crois. Il a dit que non, que peut-être c'est un palu, qu'on n'a qu'à attendre, sincèrement. Je suis moi-même allé personnellement, je lui dis non, ce qu'on te dit là, ce n'est pas une honte. On a découvert quelque chose. Tu vois, on t'a fait revenir 2 fois. Il voulait s'assurer. Et il dit que lui, il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. Et je lui ai posé la question. C'est toi qui vis et tu travailles, n'est-ce pas, pour rapporter. Tu préfères mourir que 10 000 qu'on a appelé. On te dit 10 000 pour... Je ne sais pas c'était pour faire quoi. Il a refusé d'aller. Et il dit d'attendre. Que d'ailleurs, il avait eu un accident. On lui a dit que qu'est-ce qui s'est passé ici, que peut-être c'est ça. Il te dit des trucs parce que tout simplement, c'est vrai que cette difficulté au Togo, c'est à tous les niveaux. Le Togolais, tu peux lui dire, viens, je t'offre ça gratuit. Il t'appelle, il te dit, tu ne veux pas payer 1 millions pour que je vienne chercher ça là gratuit. Sincèrement, moi, dépistage gratuit, 3 jours, j'ai payé les billets d'avion des gens qui vont venir, l'hébergement, c'est tout ce qu'ils m'ont demandé. J'ai écrit aux sociétés, c'est vraiment un truc qu'il faut crier. J'ai écrit à la fêtière pour parler à tous les chauffeurs. Si je vous dis, le premier jour, oui, 2e, 3e jour, personne n'est venu. Nous sommes venus, nous sommes assis, gratuits et on ne leur a rien demandé. Et en plus de ça, on leur donnait même... J'ai des centaines de t-shirts encore déposés au bureau. On leur donnait en plus un t-shirt. Ils ne sont pas venus. Oui, ils viendront. C'est quand même grave. Mais ils vont attendre. Quand ça va être à 5 à 6 grammes, quand tu dors paisiblement la nuit, le soir après une journée chargée, c'est là qu'ils vont t'appeler 5-6 fois. Oui, le médecin là, il ne décroche pas, il raconte tout ce qu'il veut. Mais c'est ça le problème aujourd'hui. Et on a plein de complications. Les gens, ils ne veulent pas comprendre que le diabète, aujourd'hui, avec les études, c'est que quand on dépiste tôt le diabète, et quand on prend en charge tôt, précocement, on fait moins de complications pendant des années. C'est comme un héritage qu'on acquiert en faisant un traitement intensif tôt, précoce, au début. C'est vraiment important. Et pour ça, il faut faire dépistage. Et le problème, c'est pas qu'au Togo, en tout cas. J'ai eu des collègues qui ne voulaient même pas faire de, comment on appelle ça, de ce qu'on fait chaque année, par exemple. Comment ça s'appelle ? Le bilan. Je vous promets, quoi. Excusez-moi, c'est des gens, quand même, on se dit, ils sont instruits. J'ai rien contre ceux qui n'ont pas... Mais c'est des gens, ils ont appris tout ce qu'il faut, ils savent ce que c'est, le bienfait du bilan. Le bilan, je vous promets,
qu'il y en a qui me disent, je ne veux pas savoir de quoi je ne veux pas savoir, c'est ça le problème. J'ai été surpris, parce que moi, j'aimais bien faire le bilan. En tout cas, je continue quand même un peu. Je veux savoir un peu. J'ai dit, mais quand on sait tôt que vous avez ceci, on peut vous traiter. Des gens qui vous refusaient, quoi. Oui, vous, professionnel, vous pensez que c'est dû à quoi? Est-ce que c'est le manque de moyens? Non, ce n'est pas le manque de moyens. Je ne sais pas, moi je... Oui, je crois. C'est que, vous savez, excusez-moi, depuis longtemps... Parce que, 2 secondes, ce n'est pas le moyen. On était dans le même boulot. Moi, je n'ai pas plus de moyens qu'eux. Mais moi, je le faisais. Et puis, l'assurance prenait une bonne partie. Prenait une bonne partie. C'est vrai que depuis longtemps, le diabète on donnait une connotation vraiment très négative au diabète. C'est que quand tu as le diabète, tu ne mangeras plus rien. C'est ça. Et c'est fini. Il y a une patiente qui m'a dit, une fois, on lui a dit, mais va vendre tout ce que tu as là, parce que tu vas mourir bientôt. Ouais, quand elle a écouté ça, c'est vrai, c'est qu'on avait peut-être des gens tellement diabolisé la maladie que c'est resté dans beaucoup de têtes. Quand on parle de diabète, c'est fini, c'est la psychose totale. Mais aujourd'hui, on est là à déconstruire cela et dire que même quand on est diabétique, on mange mieux. On mange même mieux que les gens qui ne sont même pas diabétiques. Ouais, c'est ça. Et surtout, il y a des personnes chez qui, quand on a diagnostiqué le diabète, on a mis le bon traitement, même s'il est cher. Je vous assure qu'aujourd'hui, il y a des gens chez qui on a arrêté leur traitement. Et ils continuent juste avec les mesures hygiéno-diététiques, les mesures activité physique. Ouais, c'est des nouvelles qui sont importantes et que les gens savent qu'aujourd'hui, il faut diagnostiquer rapidement. Et si le diabète est diagnostiqué, mettre un traitement, même s'il faut aller à 2-3 médicaments, c'est comme si vous voyez un serpent qui est là. Mais je ne pense pas le serpent. Oui, bon, vous avez horreur. Attends, voilà, donc, je ne sais même pas le nom, l'image. Donc, vous imaginez, c'est comme le diabète. Et donc, quand vous voyez ça, mais vous avez envie de le chasser, de le goûter. Or, en fait, c'est cette image-là qu'on doit avoir du diabète. Quand il vient, comment on fait pour le chasser? Or, il ne faut même pas qu'il s'approche de moi. Et donc, quand on a ces images-là, je pense que, franchement, on doit... Il y a aussi quand même le côté de... On peut parler de la psychologie comme vous, le côté psychologique, mais il y a aussi les moyens quand même. Hein. Il faut dire que... vous voyez, quand moi je prends ma maman chaque fin de mois, et d'ailleurs on envoie les produits de là, mais ça coûte quand même. Pour le Togolais moyen. Quand Servet parlait de bilan, moi par exemple, c'est vrai quand même qu'en plus de t'enlever ton sang, on te demande près de 57 000. C'est quand même... L'autre fois, je n'étais pas voyagé, je suis allé à l'Institut. La dame, elle a dit, moi ce que je déteste le plus, c'est enlever mon sang, parce que mes veines, je ne sais pas s'il y en a. On ne trouve pas. On me pique. Et un jour, je leur ai dit, sortez un sang déposé. C'est vrai que nous rions, mais c'est sérieux. C'est la santé qui nous amène à tout faire. Il faut qu'on parle à nos concitoyens de toutes les manières. Oui, mais au-delà, si tu veux faire un bilan, il y a plusieurs niveaux, je crois. Oui, mais, si tu veux juste faire la glycémie... La glycémie, elle est à 500, 1000 francs. Non, moi je fais tout. Avec une glycémie de 1000 francs, on peut faire un diagnostic du diabète. Je fais tout. Non, pas seulement pour le diabète, je parlais de son bilan, en fait, annuel. Voilà. Et même, vous disiez tout à l'heure, il y a des séances de dépistage gratuits. Je n'ai pas l'argent. Des fois, on va dire, il y a séance de dépistage gratuit pour hépatite, dépistage gratuit pour tel. Mais je n'ai pas l'argent, mais quand j'écoute ça, je dois profiter. Non, c'est comme il disait, c'est ce qui est derrière qui compte. Il se dit, je ne sais pas et je me porte mieux. Si je sais que je n'ai pas les moyens de me soigner, c'est ceux qui ont les moyens de se soigner qui se disent, je vais aller savoir. Si je sais, en même temps, je vais éradiquer. Mais quelqu'un qui n'a pas les moyens, il se dit, le moyen le plus sûr, c'est de ne pas savoir. Et puisqu'il se dit, de toutes les manières, hier, j'étais là. Aujourd'hui encore, je suis là. C'est que demain, je serai là. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des problèmes là où il n'y en a pas. De façon générale aussi, je crois que nous avons, dans notre culture, il y a quelque chose que nous devons améliorer. Notre culture à l'anticipation, à la prévention. Nous devons tous y travailler. Je crois que pour moi, pour le diabète, comme pour beaucoup d'autres choses, et on saura pourquoi je parle beaucoup de prévention tout à l'heure, je crois que c'est le travail de tout le monde. C'est ce qu'on doit se dire. Si ça devient...
le travail de tout le monde, de tous les médecins, de tous les acteurs du système de la santé. Partout où vous passez, on vous martèle avec un même message. C'est un début de sensibilisation. Je pense que pour le moment, le résultat est un peu faible en termes de sensibilisation parce que nous ne sommes pas coordonnés et nous ne sommes pas en train d'agir en synergie. Quand on va commencer à agir en synergie, petit à petit, on va atteindre les autres pays qui sont plus avancés que nous en termes de prévention et de conscientisation de la population. Ils ont commencé quelque part. Il faut voir leur histoire. Donc nous démarrons là. Je crois qu'il faut continuer, mais pour être plus efficace, il faut être synergique. Oui. Tout le monde doit en parler. Vous allez chez certains médecins, ils ne vous en parlent pas. On a cette vision tunnel vision sur la pathologie pour laquelle vous êtes venu. Normalement, quand vous partez, on doit vous laisser un petit message de prévention. Donc, c'est ce que je voulais ajouter à ça. Écrire un petit, le diabète c'est tel, faites-vous dépister. C'est des trucs aussi qui peuvent, comme elle dit. Tout médecin sur son ordonnancier, il y a de l'espace quelque part pour mettre ce petit mot. Vous allez bien pour ceci, mais est-ce que vous avez pensé à faire ça? Un petit message en sortant du bureau. Vous faites même des ordonnances. Les patients, ils lisent même pas ce qui est écrit sur les ordonnances. Oui, c'est vrai que vous écrivez aussi d'une manière, on ne comprend rien. Ça, c'est un autre débat. Peut-être qu'on peut l'avoir plus tard. Là, vous êtes rentré dans mon... Non, c'est vrai, ça, c'est votre faute. C'est pour dire que c'est pas forcément notre faute. Mais on écrit une ordonnance, il faut quand même la lire. C'est important. On se dit que ce n'est pas pour nous. C'est pour le pharmacien. Voilà, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que c'est ce à quoi je veux en venir. Pour beaucoup de personnes, de patients, quand on leur donne, ce n'est pas pour... C'est pour le pharmacien, c'est pour le médecin. C'est le médecin qui a demandé, c'est pour lui. C'est pas en fait... Mais parce que ils lisent quelque chose. En fait, le prix. Le prix. Mettez là où, vous savez, il y a de l'espace. Vous écrivez votre écriture là, on s'en fout. En bas, en rouge, là où on veut mettre le prix, là. En rouge. Mettez ça à côté là-bas. Puisque dès que nous avons l'ordonnance, c'est le prix. Dès que c'est à côté du prix... On le met souvent en rouge. Hein. Oui, donc on va lire. Ça, c'est clair. Non, mais je ne sais pas si on a assez de temps, hein, mais docteur, vous y êtes pour quelque chose. Les ordonnances illisibles, c'est un autre problème. Peut-être qu'on aura une autre émission pour en discuter. Je serai là. J'ai voulu débuter un mouvement pour ça, parce que c'est autre chose. Mais donc, voilà. J'aimerais poser une question à Madame Déborah. Oui. D'accord. Le docteur a dit que pour les diabétiques, il y a un régime alimentaire à suivre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut manger pour être bien, pour éviter plutôt le diabète et tout? Non, mais merci pour votre question. Oui. Donc, je vais parler de nutrition et de prévention parce que moi, je suis nutritionniste et je suis aussi spécialiste en sciences des aliments et qualité. Et je collabore souvent avec le docteur Kojo pour ces aspects de sensibilisation sur la nutrition. Donc, l'aspect nutrition intervient à deux niveaux. Vous avez bien dit, il y a de la prévention, mais il y a même la prise en charge. Parce que quand on est déjà diabétique, comme il a dit, il y a des choses qu'il faut changer dans son alimentation. Donc, pour commencer, je dirais qu'en général, le diabétique, où vous avez dit prévention aussi, donc, alors je dirais ceci comme cela, pour toute la population, toute la population a besoin d'être instruite et éduquée sur une alimentation saine et équilibrée. Qu'est-ce que ça veut dire? De façon générale, je ne peux pas aller dans les détails aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps, mais je vais essayer d'être structurée pour atteindre le but. Une alimentation saine et équilibrée, pour commencer, c'est une alimentation qui va contenir en quantité suffisante les aliments dont l'organisme a besoin. Et les aliments, généralement, dont l'organisme a besoin pour faciliter de gérer ça, on les classe en 3 grands groupes. Il y a le groupe des aliments, les aliments énergétiques. Dans ce grand groupe, on retrouve les féculents et tout ce qui est sucre raffiné, parce que leur rôle principal, c'est d'apporter à l'organisme de l'énergie. Et on en a besoin pour marcher, pour réfléchir, on a besoin d'énergie. Donc là-bas, vous allez retrouver céréales, féculents, tubercules, sucre. Voilà, c'est le grand groupe des aliments énergétiques. Le second, c'est le groupe des aliments de construction. C'est là où vous retrouvez les aliments qui sont riches en protéines. Là-bas, on classe généralement tout ce qui est viande, poisson, œufs, produits laitiers dans une certaine mesure aussi. On les retrouve là-bas. Ils apportent essentiellement à l'organisme les protéines pour bâtir
notre corps. La peau, c'est des protéines. Vous avez les enzymes. Le sang, c'est des protéines. Donc, les protéines, c'est fondamental, c'est important. Et le dernier groupe, c'est celui des aliments de protection. Vous retrouvez là-bas essentiellement les fruits et les légumes. Ils apportent à l'organisme beaucoup de vitamines et des minéraux. Et vous avez également d'autres substances qui sont actives, qui sont importantes. On parle dernièrement beaucoup des antioxydants, des antioxydants qui sont bons pour lutter contre le vieillissement, par exemple, cellulaire. Donc, on les retrouve beaucoup plus dans les fruits et légumes. Donc, voilà les trois grands groupes pour faciliter la compréhension à la population. Voilà les trois grands groupes dans lesquels on classe les aliments. Donc, pour avoir une alimentation saine et équilibrée, il faut avoir de chaque groupe d'aliments dans son plat, en quantité suffisante et nécessaire. Donc, on retrouve la notion de ne pas faire d'excès. Mais c'est aussi une alimentation qui va minimiser les produits qui ne sont pas bénéfiques pour la santé, comme le sucre, le sel et les aliments, les matières grasses. Je n'ai pas dit de ne pas du tout en consommer, il s'agit de limiter les excès. Et pour terminer cette définition, c'est aussi une alimentation qui est associée à un bon niveau d'activité physique et à une bonne hydratation. Donc ça, c'est la base générale. J'insiste, il faudrait qu'on boive suffisamment. On néglige cet aspect aussi. Oui. Il faut prendre de l'eau. Nous buvons, mais on ne boit pas que de l'eau. On doit boire de l'eau, plus que toute autre chose. Voilà. Excusez-moi d'insister. Il y a des gens qui ont remplacé l'eau par la boisson. Oui, c'est mauvais. Très dangereux. Oui. Très dangereux. En tout cas, ce n'est pas moi. Mathieu, vous n'avez pas de micro? Voilà. C'est des... Oh là, d'accord. C'est le siège. Ouais. Excusez-vous. Oui, par rapport à ce que Mme Déborah a développé, il y a 3 points que je vais ajouter. Nous avons des comportements culinaires qu'il faudra revoir. Parce que nous prenons par exemple les assaisonnements. Nous avons le cube. Nous avons le cube qui est un ingrédient à bannir. Qui fait le lit aussi au diabète. Il fait le lit aussi au diabète. Et on n'arrive plus aujourd'hui à s'en débarrasser. Oui, c'est ça. On a besoin de faire une éducation anti-cube. Anti-cube. Une campagne anti-cube, surtout les cubes synthétiques, qui sont riches en glutamate, qui sont riches en sel, en sucre, en huile, en lipides. Et le glutamate, il n'est pas le seul exhausteur de goût qui est dans le cube. Il y a l'inosinate, il y a le guanylate. Donc quand les trois là sont réunis, c'est que tout le système est en danger. Donc on doit commencer par éduquer nos populations par rapport à l'utilisation du cube. Il faut préférer les cubes biologiques, les assaisonnements de grands-parents, beaucoup d'oignons, les herbes. Voilà, les herbes fines. Il faut beaucoup plus préférer ce genre d'assaisonnement. Afiti, par exemple. Ça fait beaucoup de choses. On fait même le nez pour l'odeur. L'odeur, ça part avec la cuisson. Je comprends. Les gens ont réussi à contourner l'aspect odeur et à mettre aujourd'hui Afiti en gélule. L'Afiti, on a toujours dit du bien de ça. Que ce soit au Togo ou au Bénin, les gens disent toujours du bien de l'Afiti. Nous avons les huiles alimentaires. On a ce problème au Togo. On a localement au moins 3 types d'huiles qui sont parmi les meilleures. Mais on préfère prendre les huiles qui sont ultra transformées et importées. Et une fois que ça vient de l'extérieur, allez, on est content. On est content. Alors que nous avons de très bonnes huiles au Togo. Nous avons, par exemple, l'huile d'arachide, qui ne contient que 20 et 18. L'huile d'arachide, c'est... L'huile d'arachide de coulis-coulis. Je ne parle pas de l'huile d'arachide qu'on voit sur le marché, les gens crient huile d'arachide. Alors qu'ils ont tout mélangé là-dedans. Il n'y a plus d'arachide que le nom. L'huile d'arachide de coulis-coulis. C'est-à-dire artisanale. Il ne connaît pas coulis-coulis. Il n'a pas mangé gari et coulis-coulis. On se fait au nord, là. Voilà. Il faut me demander. Je vais te demander. Tu vas me faire un cours sur... C'est extrait artisanalement, en fait, vu que le processus... Des graines d'arachide. Alors, c'est une huile qui a 18 à 20% seulement d'acide gras saturé, c'est-à-dire de mauvaises molécules lipidiques.
comparé à l'huile d'olive qu'on a tellement chanté, qui est à 15%. Donc, vous voyez, c'est dans la même gamme. Nous avons l'huile de soja, qui est aussi à 15%. Et maintenant, l'huile de palme, qui a 50% d'acides gras saturés et 50% de bons acides. Donc, au moins, chaque ménage doit avoir ces 3 types d'huile. Huile de palme, huile d'arachide, huile de soja. Et qu'on va utiliser de façon... Huile d'olive, si vous avez les moyens. Si vous avez les moyens. Moi, je crois que c'est pas de chez nous, forcément. On peut Il y avoir a des choses également de ça. chez nous et pas très cher. Voilà. Donc, avec les moyens que nous avons de bonnes huiles qu'on peut utiliser. Lorsque vous prenez ces 3 huiles-là, il faut les utiliser de façon alternée. Voilà. Il ne faut pas consommer la même huile pendant longtemps, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et dire que c'est mon huile, c'est ce type d'huile. Non, il faut alterner les huiles pour tirer profit de ce que vous perdez ou bien de ce que vous ne gagnez pas dans l'autre. Voyez-vous. Est-ce qu'on peut mélanger les 3? Pas dans la même sauce. Non, ça c'est une idée reçue. C'est une question. Oui. En réalité... Oui, allez-y. Non, en réalité, il y a des idées reçues contre lesquelles aussi parfois il faut éduquer. Le problème avec... Vous avez des huiles, c'est vrai, qui sont raffinées, qui existent. Vous avez... c'est un mélange d'huile à la base, même, déjà dans la bouteille que vous achetez. C'est pour dire, en soi, il n'y a pas a priori un problème à mélanger les 3 huiles dans le même plat. On a tous eu ces idées-là en grandissant, mais moi, avec le temps, avec les études, je me suis dit, bon, en réalité, qu'est-ce qu'il y a derrière? Pas grand-chose, ça ne gêne pas. Comme il dit, parce que chaque huile a son apport. Et plus on mixe, plus on augmente les sources, la variété des sources, mieux on couvre ses apports et ses besoins en nutriments. Arrivé à la maison, je les mélange. C'est ce qui est même bien recommandé aujourd'hui dans les nouvelles recommandations alimentaires. On demande même qu'on mixe, qu'on mélange ces huiles-là. C'est parce que j'ai bien posé la question. Toi qui prends toujours l'huile de... Par rapport à la fausse huile d'arachide qui circule et que nos bonnes dames appellent azimi, qui n'en est pas une en réalité. C'est de l'huile de palme qui a été raffinée. Et on a réussi à lui donner la coloration de l'huile d'arachide. Et c'est trompeur. L'huile de palme, c'est le zomi, c'est ça? Oui, amidien. Amidien. Qui est amené à l'usine, chauffé, à laquelle on a ajouté d'autres substances. Désodorisées, décolorées. Tout ça là. Parmi les substances qui sont utilisées, par exemple, il y a l'hexane, qui est un dérivé du pétrole. Il y a l'hexane qui est un dérivé du pétrole. Vous avez la soude caustique qu'on utilise pour faire le savon. Sans blague. Dont on fait usage pour raffiner les huiles. Et d'autres substances que je ne vais pas citer ici. Et donc, au finish, l'huile est dévitalisée. C'est une huile morte qu'on vous ramène. Avec des produits toxiques, en revanche. Bien sûr. Et pour nous tromper davantage, on nous dit encore enrichi en vitamine A, en vitamine E. Alors que l'huile rouge est déjà une huile, c'est l'une des meilleures huiles riches en vitamine A au départ. L'huile rouge que nous avons. L'autre huile, comment vous l'appelez? Je crois que c'est de coco ou bien... Oui, est-ce que ça c'est bon? Il y a deux, je crois. J'ai un souci avec ça par rapport à la quantité d'acide gras saturé. C'est l'huile locale qui a la pire quantité d'acide gras saturé. 90%. Il sent bon. 90% d'acide gras saturé par rapport à l'huile rouge qui a 50%, l'huile d'arachide qui en a 20%, l'huile de soja qui en a 15%. Et quand on le dit, ça dérange les gens. On n'est pas contre leur commerce. Mais nous, on a obligation d'apporter serment pour la santé de la population et on est obligé de dire les choses telles qu'elles sont. Maintenant, à chacun de faire son choix. L'huile de noix de coco, c'est meilleur pour la peau, pour les fanères, pour la cosmétique et autres. Mais pour la consommation, on doit réduire ça. On doit vraiment faire attention. Je vais jeter ça tantôt. D'accord. On n'a pas dit de jeter. La nuance. L'autre aspect peut-être sur lequel on peut travailler aussi, c'est peut-être comment elle est préparée en fait. C'est ça, l'illustration, tout ça.
Et c'est peut-être sur des aspects, puisque c'est quand même une huile que beaucoup adorent. Quand on fait ça, quand on prépare ça, on met le... Ne parle plus. C'est bon. Voilà, c'est ça. Parce que même l'huile rouge aussi, c'est la façon dont elle est préparée. Et je pense que tous ces problèmes, c'est qu'on ne fait pas confiance à nos locaux. Et aussi, c'est que quand les bonnes dames, il y a certaines, quand elles font les trucs, elles ne font pas les trucs bien. Ça fait que les gens... tellement modernisé. On modernise, les pratiques. on veut que ça soit vraiment très... Alors que, et voilà, finalement, que devons-nous faire? Qu'est-ce qu'il faut manger finalement? Non, j'aimerais poser une question avant à M. Togo aussi. Bon, c'est vrai qu'il y a l'huile qui est surconsommée, oui. Par-delà ça aussi, il y a l'alcool qui est consommé. Bon, surconsommé ces derniers temps, bon, en période de fête surtout. Hein. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous en pensez? La hausse et tout, c'est comment? Affaire d'alcool... Il y a même une étude qui a été menée, et puis on a vu que récemment. Voilà, récemment, la région des plateaux, franchement, c'est le sommet même. C'est les patrons, c'est ça. Vous savez, l'alcool au Togo et les citoyens togolais, c'est une vieille histoire. Les études n'ont fait que ranimer ou bien raviver ce feu-là qui était là et qui consumait les citoyens. En 2015, l'actuel ministre de la Santé, le professeur Daretien, avait mené une étude pendant 20 ans, de 1993 à 2014, avec le professeur Bagnipa et Anko et autres. Et l'étude a montré que sur le nombre de... Sur 220 Togolais qui étaient décédés pendant ce temps-là, de problèmes de foie, quand on a disséqué leur foie, on a constaté que 80% de ceux qui avaient fait une cirrhose de foie, c'était lié à l'alcool. C'est beaucoup. 80% des Togolais qui avaient fait une cirrhose de foie dans le temps, c'était lié à l'alcool. Depuis 2015. Et donc l'étude de 2021-2022 qui a été publiée tout récemment, et qui a montré qu'on est à 62,7 sur le plan national pour la consommation d'alcool. La région des plateaux vient avec 74%. Super. Suivi de la Cara, 61,1%. Maritime, 65%. Grand Lomé, 63%. C'est bon. Savane, 53%. Centrale, 49,5%. Donc, toutes les 6 régions, le taux d'alcool est d'au moins presque 50%. 50%, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est élevé. Vous savez, si vous dites à un Togolais de ne pas boire, il va vous frapper. C'est élevé. Et ça a beaucoup de dangers, beaucoup de risques sanitaires. Le premier organe qui en souffre, c'est le foie. Parce que c'est lui qui travaille, qui métabolise l'alcool pour pouvoir l'évacuer. Donc, il le transforme en acétaldéhyde. Et c'est une substance qui est cancérigène. Donc, cette substance, lorsqu'elle n'est pas évacuée, normalement, elle doit être évacuée par le pipi et par le popo. Et donc, lorsque l'évacuation n'est plus bien faite... La petite et la grosse commission. Voilà, la petite et la grosse commission. Voilà. Donc, quand ce n'est pas évacué, ça va se déposer sur les cellules du foie. Et puis, bonjour les dégâts. Bonjour les dégâts. Mais quand vous dites alcool... Et même vous allez voir qu'il y a un terme qu'on utilise dans la population actuellement, j'ai un foie gras. Voilà. Un foie gras. Il y a beaucoup de gens qui ont le foie gras. Quand on fait échographie abdominale, foie gras, foie gras, foie gras. Le foie gras, c'est pas chez le canard? Non, chez les humains aussi, il y a foie gras des humains aussi. Malheureusement. Il y a foie gras des humains aussi. La stéatose hépatique, c'est de ça il est en train de parler. Et c'est souvent l'alcool et tout ce qui est... Mais quand vous dites alcool, c'est la bière ordinaire ou c'est du soda ou c'est pas... Tout ce qui est boisson qui contient même 1% d'alcool. C'est le même. C'est dangereux pour l'organisme. Donc la pâte, Emma Koubé qu'on mange là aussi. Non. Par exemple, c'est fermenté là, il n'y a pas d'alcool dedans. La fermentation n'est pas synonyme d'alcool forcément. Non. Mais les transformations que ça peut subir au niveau de l'organisme, voilà, peuvent conduire à la production d'alcool. L'alcool dont l'organisme a besoin, il le fabrique lui-même. Tout le reste, c'est du supplément, c'est de l'excès qu'il faudra commencer par éviter. C'est des aliments de plaisir, en fait. L'alcool a été, même dans la classification des groupes d'aliments, l'alcool a été toujours un problème. Oui. Parce que, est-ce que l'alcool, c'est un aliment?
Ça a été toujours un problème. Donc, quand vous regardez même dans certains documents, dans les boissons, il n'y a même pas l'alcool. Il n'y a pas de déclasse ça. Oui, actuellement, c'est déclassé. Il y a certains, ils le classent. Ouais, l'alcool, ce n'est pas un aliment, on peut s'en passer. Oui, on peut le prendre aussi, mais de façon modérée. Oui. Vous savez, quand on dit déjà prenez d'une façon modérée, quand vous prenez une bière, elles sont solidaires, l'alcool est solidaire avec son camarade. Quand vous prenez une bière, elle te dit, prends mon second. Vous prenez une deuxième. Et à la question, j'ai posé, docteur, cette question aussi, parce que j'ai croisé beaucoup de conducteurs. À Scantogo, j'ai eu 1200 conducteurs auxquels j'ai posé, je dis, au fait, est-ce qu'il y a des gens qui boivent dans la salle? Je dis, j'ai besoin de 3. Je voudrais qu'on me dise pourquoi. Puisque, en bon citoyen, si je veux acheter une moto, je regarde chez mon prochain, tu as cette moto, est-ce que ça marche bien? Moi, je veux boire. Et sincèrement, je ne touche pas à l'alcool. Là, au moins, je suis bien. Moi, je trouve ça amer, d'ailleurs. C'est vrai. Non, c'est vrai. Non, il a raison. Je ne peux pas. Je me pose la question, comment on fait pour avaler ça? Alors, j'ai posé la question à 3 types, d'accord? Et les réponses, écoutez, il y a un déjà, il dit, il ne sait même pas pourquoi il boit. Ça, c'est un cas. 2, il dit, je bois pour le plaisir. 3e, il me dit, je bois pour manger. Alors, j'ai pris le premier, je dis, tu vois, déjà, voilà que toi, tu ne sais même pas pourquoi tu bois. Ton cas est grave. Je reviens à l'autre qui me dit, je bois pour le plaisir. Je dis, tu es sûr que l'alcool donne? Il dit oui. Je dis, tu es marié? Il me dit oui. Tu as des enfants? Voici un plaisir égoïste, puisque tu te l'infliges. C'est toi seul qui es heureux. D'accord? Ta femme, elle est assise. Tes enfants, 0. Toi, le 3e, tu dis, je bois pour manger. Voici quelqu'un à qui son corps dit, je ne veux pas assez de nourriture. Il force son corps. Sincèrement, avec cette histoire d'alcool-là, moi, je pense que c'est comme alcool, tout ce que vous avez amené aujourd'hui. Madame disait que c'est la faute du docteur. Moi, les docteurs, j'aime bien les docteurs. Non. Je ne dirai jamais que c'est leur faute. Non, pas leur faute, ils ont une contribution. Mais je sais peut-être que c'est les moyens. Mais sincèrement, vous devrez beaucoup vous battre. Tout ce que vous avez dit ici, si on n'était pas ici, on n'allait pas savoir. Moi, les huiles, je les stocke. D'ailleurs, je suis en train de réfléchir. Je m'en vais pour les jeter s'il y a quelqu'un qui veut. Vous voyez, vous devez faire de cela un cheval de bataille. Ne pas vous fatiguer. Sincèrement. Ce que vous dites là, c'est insuffisant. Assez. Non, vous dites depuis 2000 combien 2015. Voilà. Qui sait? Nous, on ne sait rien. Nous, on pense que tout est bien. Voilà. Vous comprenez? Nous, on vous prie vraiment de ne pas abandonner. Sincèrement, des fois, c'est vrai qu'on se décourage. On se décourage et on se dit, non, je fais tout ça là pour ces gens. Et tu reviens. Quand je prends ma rue, je parlais d'habillement. Prenez limousine, vous allez voir combien de bars. Moi, le matin, je me lève, vous marchez à 4h, 5h. Il y a des gens encore qui sont en train... Ils étaient là la veille. Ils sont en train de boire. Et je reviens à 8h. Ils sont contents d'exposer toutes les bouteilles qui ont été vidées. Et là, à côté, je vois même... Vous m'excusez, des femmes ne vide pas tout qui s'associent. Ne vide pas tout. Vous allez revenir samedi prochain, s'il vous plaît. Vous promettez? Samedi prochain? Oui. Non, ne cherchez pas. Vous revenez samedi. Non, c'est important. C'est important. C'est important. Oui, très important. On va aller dans plus de détails, c'est ça? Oui. Parce que vous dites parce que le sujet est intéressant, surtout dans cette période de fête, il faut vraiment qu'on remette ça, quoi. Et même après samedi prochain, chaque fois qu'on trouve l'occasion, c'est parce qu'il faut vraiment en parler. C'est des trucs qu'il faut remettre. Vous promettez, hein? Oui, Déborah. Pas encore. À confirmer. D'accord. Allez, merci beaucoup quand même. Hein. Mais on aimerait vous revoir samedi prochain. Mathieu, Déborah, Serge, ok? Ça nous ferait plaisir de vous revoir, quoi. Je remercie aussi Yannick et ses enfants. Estelle, merci toujours. Merci. Saint-Éloi, merci d'être là, toujours à côté de nous. Merci. Et les téléspectateurs, on vous retrouve samedi prochain. Je promets qu'ils reviendront, à coup sûr. Allez, merci à tous. Merci. Bye bye. Ciao. Oui. Mais t'imagines, toi, je suis à la piscine, je plonge, je remonte à la surface, et là, plus de maillot. Je suis à poil, au milieu des gens qui nagent, je t'assure. Ouais, non, mais attends. Ouais, c'est ça, Martha. Non, mais attends la suite. Tu sais pas ce qui s'est passé après.